Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde organisée dans le cadre des 25e rendez-vous de l'histoire. Table ronde organisée par le Conseil départemental, bien entendu, dont la thématique sera la puissance maritime française. Je tenais à remercier la présence de l'amiral Vandier, qui participera et qui sera un intervenant. Nous n'avons que des intervenants de qualité pour cette table ronde. Amiral Vandier, qui est le chef d'état-major de la marine française. Et je vous remercie, amiral, de votre présence, parce que dans cette situation de crise géopolitique que nous connaissons actuellement, je pense que vous devez avoir un planning chargé. Nous aurons également comme intervenant Sabine Roux de Bézieux, présidente Fondation de la mer, Olivier Fribourg, journaliste, et Claude Buchet, qui est docteur en histoire et en économie maritime, également directeur scientifique d'Océanide. Donc cette thématique sur le thème de la France puissance maritime est un sujet qui est bien sûr d'actualité en ce moment avec la crise géopolitique que nous connaissons. Alors le Loir-et-Cher, amiral, nous n'avons pas la mer, vous le savez, nous avons la Loire qui est quand même un fleuve magnifique, mais nous avons quand même un étroit partenariat par rapport à notre parrainage avec le sous-marin Le Terrible, parrainage que nous avons depuis 2018, qui permet à des élus et qui permet aussi à nos collégiens de pouvoir visiter certaines parties de la base de l'île Longue et de pouvoir aussi visiter des sous-marins qui sont en carénage, en maintenance. Et donc c'est important, ce parrainage pour le conseil départemental, bien entendu. C'est important aussi pour que nos collégiens puissent découvrir peut-être des vocations pour pouvoir intégrer la marine. Et donc c'est pour nous quelque chose de très important, amiral. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente table ronde. Et je vous laisse piloter cette... Merci, Monsieur le Président. Merci de votre accueil. C'est effectivement, ça peut paraître étonnant d'avoir un marin ici dans le Loir-et-Cher. Je rappelle quand même la marine a choisi de donner des noms de régions à sa dernière race de frégates, donc Aquitaine, Bretagne, Languedoc. La série n'était pas assez longue pour qu'on passe chez vous. Voilà. J'aurais aimé, en fait. Voilà. Donc on a évidemment, et je le disais avant de commencer, des ancrages très importants puisque nous recrutons dans toute la France, pas uniquement dans les ports. On a par exemple des recrutements très importants dans l'est de la France et donc c'est important d'avoir cette association entre les territoires et la marine parce que la marine est nationale, elle n'est pas uniquement côtière. Alors je suis très content de venir parler ici de puissance maritime et d'histoire à Blois. Je pourrais vous la faire en 3 minutes. Alors souvent je commence la chose un peu de cette manière-là. En fait, il y a un certain nombre de poncifs sur la mer que tout le monde connaît. Alors je vais les écluser en 3 bullettes et puis on va passer à la suite. Mais c'est une manière de solder les comptes. Alors ce qu'on dit toujours, la mer c'est 70% de la surface de la Terre. Donc 70% de la surface de la Terre c'est de l'eau. 97% des données transitent sur le fond des mers. C'est quand vous commandez une pizza à Domino, la requête passe par un serveur Google aux États-Unis, elle revient chez vous. 90% des volumes de marchandises sont transportés par voie maritime. Et cette proportion, notamment d'énergie, est en train d'augmenter substantiellement pour l'Europe, qui a perdu, on va dire, son énergie continentale qui était donnée par la Russie, pour une partie. Et puis, aujourd'hui, on compte 3 milliards d'êtres humains qui dépendent de la mer pour leur approvisionnement en protéines. Deuxième grande idée, c'est la sémantique maritime. Donc là aussi, j'imagine que beaucoup ne la connaissent pas. Dans la marine, on ne dit pas corde, mais on dit bout. On ne dit pas ficelle, mais garcette. Et on ne dit pas jeter l'ancre, mais on dit mouiller. Voilà. Donc ça, c'est le petit cours en 2 secondes de langage maritime. Et puis dernier couplet, et là aussi, c'est souvent quelque chose que nous portons dans la marine, c'est l'incompréhension supposée entre les Français et la mer. C'est quelque chose qui revient souvent. Il y a une sorte parfois d'amertume de certains marins sur le manque de goût des Français pour la mer. Tabarly dit « La mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage. » Voilà. Voilà, ici, vous n'avez pas de plage, en tout cas avec de la mer, avec de l'eau salée. Voilà. Et il y a une phrase un peu plus langoureuse ou triste.
qu'on prête à Richelieu, qui dit « Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer, qu'ils ont trop souvent ignoré ». Voilà, donc nous en sommes quittes. J'ai fait les grands poncifs du sujet. Et donc, je vais venir pour... en fait, mon propos est centré sur le retour stratégique de la mer. Et donc, cette idée, elle n'est pas de moi. Elle vient en fait du président. Le quinquennat précédent a été un quinquennat d'une fréquence inédite de prise de parole présidentielle sur le sujet, 4 fois depuis 2019. Avec en février dernier un événement majeur, le One Ocean Summit à Brest, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc je cite le président, « Le 21e siècle sera maritime. C'est sur cet espace que la France aura à se penser, à se vivre. Nous avons les atouts pour y réussir. » Voilà, c'est la phrase du président. Donc le fait maritime s'impose et en fait, le fait maritime est fondamentalement lié au fait naval. Le stratégiste Alfred Mahan, qui est l'apôtre du Sea Power au XIXe siècle, dit « La nécessité des bâtiments de guerre naît de l'existence d'une marine marchande ». Donc le chef d'état-major de la marine pourrait rajouter au propos du président « Le XXIe siècle sera maritime et naval ». Alors, ce constat entre le lien du lien très fort entre puissance maritime et puissance navale s'impose en fait depuis 23 siècles. 23 siècles, où en fait les histoires entre le commerce et la marine militaire sont extrêmement intriquées. Le premier emploi connu de la mer pour commercer et combattre, nous le tenons des Égyptiens, qui avaient une position centrale et qui ont servi pendant très longtemps de grenier à blé de l'ensemble du bassin méditerranéen. La notion de puissance maritime apparaît avec Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, et on voit les Grecs développer à travers leur cité des flottes conséquentes qui s'appuient sur la mer pour étendre leur influence. La première véritable puissance maritime, c'est l'Empire perse. C'est une flotte qui est organisée, qui est construite au service des conquêtes terrestres. Elle fait échec à Salamine face à la flotte de Thémistocle, et donc c'est le déclin, un des premiers déclins de l'Empire perse. Le flambeau passe à Athènes, qui garde pendant plusieurs siècles une véritable domination sur le bassin méditerranéen. Et en fait, à Syracuse, elle passe le flambeau à Carthage, puis ensuite à Rome. Au Moyen-Âge, en Méditerranée, ce sont les Italiens qui prennent le flambeau avec la Republice Marinare, avec des villes, Pise, Amalfi, Venise, Gênes, qui ont une énorme autonomie et qui engrangent une richesse absolument incroyable. Et donc, leur marine militaire permet à la fois de sécuriser et de conquérir. Au XVe siècle, c'est la Hanse qui obtient un quasi-monopole sur le commerce en Baltique et en mer du Nord. Au XVIe siècle, ce sont les Portugais qui sont bloqués en Méditerranée à cause de l'Empire ottoman, qui partent explorer le monde jusqu'à l'Asie, en faisant le tour de l'Afrique. Aujourd'hui, par exemple, le Mozambique reste je dirais pas un comptoir, mais enfin un territoire avec une influence portugaise extrêmement forte. Je rencontrais à Venise hier mon homologue portugais qui est né au Mozambique. Les Hollandais, au XVIIe siècle, la VOC, compagnie néerlandaise des Indes orientales, commerce avec l'Asie, et y combat ses ennemis. Elle chasse les Portugais et les Espagnols. Aujourd'hui, en Nouvelle-Guinée, par exemple, on retrouve des traces très très importantes de l'influence hollandaise. La Russie, sclérosée par la Hanse, finit par s'émanciper au XVIIe siècle, et donc c'est la grande marine de Pierre le Grand. Les Français traversent l'Atlantique jusqu'au Saint-Laurent au XVIe siècle, puis instituent la Compagnie française des Indes afin d'avoir un contrôle du commerce de la métropole aux colonies. Et puis les Britanniques et l'East India Company chassent les Anglais d'Asie du Sud-Est à la fin du XVIIe siècle et affirment leur suprématie mondiale au XIXe siècle. Au XXe siècle, l'autodestruction européenne offre un flambeau aux États-Unis qui ont la suprématie depuis finalement on peut dire la fin de la Première Guerre mondiale. Ils acquièrent cette suprématie. Elle est aujourd'hui contestée par une nouvelle thalassocratie, la Chine, dont le rythme d'accroissement de la flotte est juste considérable. Je cite souvent ce chiffre. La marine chinoise met à l'eau tous les 4 ans l'équivalent de la marine nationale française. Voilà, c'est l'ampleur de ce qui se passe. Les chiffres, les projections montrent qu'en 2030, le nombre de plateformes chinoises sera 2,5 fois supérieur à celui de la marine américaine. Donc c'est un changement fondamental qui est en train de s'opérer. Alors quelles leçons retenir à travers ce panorama historique ?
Eh bien, j'en retiendrai une. L'enseignement fondamental est que la puissance maritime est au cœur de certaines, pas toutes, mais de certaines des grandes bascules historiques. L'Égypte, avec le choix qu'elle fait de sous-traiter sa force navale aux Grecs et Phéniciens, marque son déclin irrémédiable. Salamine, sans laquelle l'éclosion d'une véritable culture occidentale aurait été empêchée. Salamine, c'est finalement une grande période de développement de la culture grecque dans tout le bassin méditerranéen. Et donc le fait d'avoir contré l'influence perse a permis le développement de cette culture qui nous irrigue encore complètement aujourd'hui. Les Pontes arrêtent à nouveau l'expansionnisme venu de l'Est, l'expansionnisme ottoman en 1571. On vient de fêter l'anniversaire, c'était le 7 octobre. Pour la France, la bataille des Cardinaux neutralise la flotte française. C'est une défaite vraiment historique et elle provoque la perte de nombreuses colonies. Elle se déroule en 1759 dans la baie de Quiberon, au moment où l'Autriche et la France projettent d'envahir la Grande-Bretagne. On verra qu'il y a une forme de répétition avec Trafalgar, finalement, qui ont privé Napoléon de cette possibilité. Et puis, un peu plus tard, Chesapeake. Chesapeake, c'est une bataille en 1781 qui, avec une force constituée assez modeste, permet la bascule des États-Unis, où, grâce à la victoire de Yorktown, eh bien, les États-Unis peuvent devenir indépendants. Donc la bataille de Chesapeake, c'est une bataille menée par la France contre l'Angleterre, avec un véritable génie d'exécution, et qui permet en fait de bouter les Anglais, d'empêcher aux Anglais de venir menacer les troupes terrestres qui se battent à Yorktown. Et puis plus récemment, on peut citer pendant la Seconde Guerre mondiale, sur deux fronts, la bataille de l'Atlantique entre 1942 et 1943, où le sort de l'Europe vacille et où le maintien d'un flux commercial et notamment qui permet de ravitailler l'Angleterre est absolument important, vital pour pouvoir continuer à se battre contre l'Allemagne. Et puis de l'autre côté de la planète, la bataille de Midway dans le Pacifique, qui est le véritable point d'arrêt de l'expansion japonaise et le début de la reconquête. Alors, ces constances historiques me ramènent à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pourrais dire que la mer est le dernier Far West au sens de l'espace de conquête. Au XVIIIe siècle, les Américains, on prend son chariot, son Remington, ses 2 chevaux, sa femme, tout son matériel de cuisine et on traverse les grandes plaines de l'Arizona et on plante des piquets et là où vous avez planté vos piquets, vous êtes chez vous. Il y a juste quelques Indiens à tuer, mais ce n'est pas très compliqué. Donc ça a été la grande conquête de l'Ouest. Et aujourd'hui, le parallèle que je fais, c'est que nous sommes au début, enfin en tout cas c'est la prolongation et une très forte accélération de la conquête des mers au sens de leur privatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce milieu global, fluide, qui est sans frontières évidentes, fait l'objet de nouvelles conquêtes et de nouvelles privatisations. Alors, la mer est un milieu global et fluide. La mer est, comme le dit Mahon, est un tout et aucune de ses parties ne peut être séparée, fortifiée ou défendue pour elle-même. C'est la des grandes difficultés, c'est de pouvoir effectivement établir des frontières en mer. On ne construira jamais une tranchée à la limite de la mer territoriale. La mer territoriale, en fait, elle est définie par la capacité à la défendre. Aujourd'hui, les 12 000 marins, c'est la portée des canons. Voilà, sinon, on ne peut pas mettre du barbelé à 12 nautiques. Cette fluidité, elle est gage de liberté de manœuvre. Le corollaire, c'est que nous sommes au contact permanent de nos compétiteurs. Trouver un sous-marin russe à la sortie de Brest ou une frégate chinoise à la sortie de Toulon, c'est déjà arrivé et ça réarrivera. On n'a pas besoin de franchir des frontières, d'envahir le voisin pour y arriver. Donc partout dans le monde, les marines de combat sont au contact les unes des autres. Pendant les 4 mois, pendant 3 mois après le début de l'invasion d'Ukraine, le groupe aéronaval français était marqué par un croiseur russe Slava, de type Slava, avec une frégate à côté. Et donc on était à moins de 5 km de la puissance de feu russe. Voilà. Et donc tout ce monde se marque. Et comme je dis assez souvent, la différence entre la haute et la basse intensité en mer, ce n'est qu'une question d'ordre. Nos bateaux partent avec leur matériel, avec leur personnel, ils sont entraînés, ils sont prêts instantanément à faire feu. Alors en mer, la technologie crée l'usage. Ça aussi, c'est très important. C'est vrai que dans tous les milieux hostiles, la mer est un milieu technique, et donc c'est celui qui met sa technologie qui impose l'usage, et l'usage impose le droit. Ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'il y a un lien très profond
entre la maîtrise de ces espaces communs, l'espace exo-atmosphérique, le cyberespace ou l'espace maritime, et la technologie qu'on est capable d'y déployer. Alors, je vous ai parlé de la portée des canons. Aujourd'hui, on voit bien comment la technologie dans les fonds marins est en train de bouleverser l'appropriation des fonds marins. Donc, je vous donne quelques exemples. J'ai parlé des câbles, donc aujourd'hui, qui traversent, il y a à peu près 450 câbles dont la longueur cumulée fait plusieurs fois le tour de la Terre, qui acheminent les données entre les différents continents. Mais on voit, par exemple, les capacités d'exploration aujourd'hui permettent de commencer à cartographier les fonds marins. Et beaucoup de pays ont des arrière-pensées sur les exploitations minières pour pouvoir faire les batteries de la transition écologique. Beaucoup de gens se disent on va peut-être trouver les métaux rares au fond des océans plus que dans les grandes steppes chinoises. Et donc les premiers qui ont la technologie pour le faire, c'est ceux qui vont imposer l'usage et donc le droit qui va avec. Pour prendre le parallèle, le premier qui met en orbite une constellation de satellites en est de fait propriétaire. Vous voyez le lien avec ma conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que là, il y a besoin de tuer personne, mais le premier qui met 450 satellites sur une orbite, en fait, en devient de fait propriétaire, et il va la vendre à son successeur. Donc il aura gagné 2 fois. C'est pour ça que ces espaces communs sont des espaces d'immense croissance de richesse. Ces espaces sont duaux, enfin, et ça, je crois que c'est très important de l'avoir compris. Et donc, je vous l'avais dit dans ma partie historique, c'est qu'il y a un lien très, très profond dans ces 3 espaces communs, cyberespace, espace exo-atmosphérique et espace maritime, entre le militaire et le civil. Parce qu'on va retrouver la technologie. C'est-à-dire que le monde militaire est capable d'investir, comme le monde civil, mais donc cette connexion entre les deux, en fait, crée la puissance, crée l'usage, crée le droit. Et donc, on le voit absolument partout. Ça a été vrai dans l'histoire avec la navigation, la montre, le calcul de la longitude, la vapeur, la poudre, le GPS, le satellite, le conteneur, la turbine à gaz, le GNL et bientôt le bioéthanol. Et donc tout ça vit très très bien ensemble. Sur cette planche, là, vous avez une photo d'un bathyscaphe français dans lequel on a mis un officier de marine et on est descendu à 2400 mètres sur un répéteur de câbles en Méditerranée. Voilà, c'était un peu le pendant de la photo du drapeau russe sous le pôle qui a été mis en place par un robot sous-marin. Voilà, donc vous voyez à quoi ressemble un répéteur. Donc c'est un câble, c'est pas si gros que ça, ça fait un diamètre de 10 cm. Et tous les 50 à 80 km, vous avez cette boîte qui permet de répliquer le signal optique de manière à ce qu'il soit retransmis à la boîte d'à côté sans atténuation. Et à l'intérieur du câble, vous avez un fil de cuivre qui fait quasiment 1 cm de diamètre avec du courant à 6000 volts qui alimente toutes ces boîtes qui vont, là en l'occurrence, de Marseille jusqu'à l'est de la Méditerranée. Voilà, donc dans ces caractéristiques, je reviens sur mon idée force, la mer est le dernier Far West, le dernier espace de conquête. Et donc on voit un peu partout des tentatives d'appropriation d'espace, de privatisation par les eaux territoriales. C'est le cas en mer de Chine, c'est un peu la photo qui est là-bas, qui est derrière moi. C'est l'idée de je mets du béton sur un atoll, j'y plante mon drapeau, je revendique les 12 nautiques qui sont à côté. On voit également aujourd'hui des accaparements d'espace à travers des zones économiques exclusives, où finalement ce qui a été posé avec la Convention de Montego Bay est aujourd'hui contesté. Et de plus en plus d'États, notamment en Asie, commencent à contester l'usage des ZE, on va dire les usages habituels des ZE par les autres marines. Donc évidemment la pêche est réglementée, mais aujourd'hui on commence à avoir des pays qui contestent le droit de transit inoffensif dans les ZE, la capacité à y mener des exercices militaires. Voilà, donc c'est en train d'évoluer extrêmement rapidement. Alors ce que je peux résumer dans cette évolution, c'est une forme de bascule, c'est-à-dire qu'on est en train de passer de la mer vecteur de souveraineté à la mer objet de souveraineté. Et c'est vrai des 3 espaces communs que je citais. La mer, vecteur de souveraineté, l'objectif c'était d'assurer la liberté de la navigation pour permettre la présence sur les mers des forces de souveraineté et faire respecter ces principes. La mer, objet de souveraineté, c'est l'appropriation par la territorialisation. Donc, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, les besoins d'énergie renouvelable font qu'on va mettre dans les zones économiques exclusives des champs éoliens considérables. Je vous ai parlé des câbles. On parle donc de l'appropriation des fonds marins pour obtenir des ressources minérales.
Et donc aujourd'hui, on voit, quand vous prenez la carte de la Méditerranée, aujourd'hui, toutes les ZEE se collent les unes aux autres. Il y a quasiment plus de haute mer en Méditerranée. Et la plupart des ZEE, y compris françaises, font l'objet de différents frontaliers. On a un différent, par exemple, avec l'Espagne, parce qu'en fonction de l'angle que vous prenez, du trait que si vous voulez, quand vous tirez un trait à 90 degrés de la côte en disant tout ce qui est à gauche est à moi, tout ce qui est à droite est à toi, en fait, en fonction de l'endroit où on dessine, d'où on part pour faire le trait, on peut avoir des angles assez différents. Donc il y a, je crois, pas loin d'une vingtaine de conflits de ZEE en Méditerranée. Et puis, on assiste à une véritable poussée de la prédation. Aujourd'hui, il s'agit de tout ramasser avant qu'il n'y ait plus rien. On le voit sur les ressources, on le voit sur le poisson. Aujourd'hui, on assiste à une véritable vidange industrielle de l'océan dans la partie de haute mer. On a des moissonneuses-batteuses du poisson en mer. Voilà, et il y a des endroits dans lesquels l'appauvrissement de la ressource est déjà observé par les scientifiques. Et si on n'arrive pas à mettre fin à cette prédation, il y a des millions de gens sur cette planète qui vont avoir des problèmes de travail et d'alimentation. C'est particulièrement le cas dans le golfe de Guinée. C'est la raison pour laquelle la Marine nationale y est. Je reprends une phrase de mon prédécesseur qui disait « Tout ce qui n'est pas surveillé est un jour pillé, et tout ce qui est pillé est un jour contesté ». Voilà, donc en cela, la mer est vraiment le dernier Far West. Le CEMA le décrit bien dans son triptyque qui s'adapte parfaitement à notre réalité de marin: compétition, contestation et peut-être affrontement. Alors c'est cette perspective de l'affrontement qui m'a conduit, en tant que chef d'état-major de la marine, à poser le combat naval comme hypothèse de travail pour mes marins, pour mes officiers, avec une conséquence directe pour la puissance navale, c'est le passage de l'horizontal au vertical. L'horizontal, c'est ce que nous avons fait pendant les 30 dernières années, c'est-à-dire la puissance, l'utilisation de la projection de puissance qui part de la mer pour aller frapper la terre. C'est le concept que les Américains avaient développé qui s'appelle « from the sea ». Donc la mer est un endroit où finalement on peut y mettre des moyens relativement peu menacés et on peut, avec des missiles de croisière, avec des porte-avions, on peut aller faire des opérations à terre. Ça a été le cas pour nous dans le Golfe, au Kosovo, en Libye, plus récemment en soutien des opérations en Syrie. Cette manière de voir, elle présuppose la maîtrise de la mer, ce qui était le cas pendant les 30 dernières années. Ce qu'on est en train de voir, et je vous citais l'exemple de la Chine, mais les exemples sont nombreux et ne concernent pas seulement la Chine. Aujourd'hui, la suprématie navale occidentale est fondamentalement menacée. La capacité à opérer en sécurité, en se disant « je maîtrise mon espace », aujourd'hui, elle demande des moyens que nous n'avons pas. Et donc, elle demande un certain sursaut, beaucoup plus de coopération, et en tout cas, elle demande beaucoup plus de moyens à partager entre alliés pour pouvoir obtenir des bulles de maîtrise de la mer. Cette contestation, elle conduit également à devoir entrer dans ce combat vertical qui va du fond des mers jusqu'aux satellites. C'est-à-dire que les câbles sous-marins sont aussi des câbles d'écoute des sous-marins à certains endroits. Les robots, les sous-marins nucléaires, tout ça, il y a une activité extrêmement importante et qui s'est beaucoup développée, notamment grâce à la robotisation, dans les espaces sous-marins. Au-dessus de la mer, enfin sur la mer, je vous ai dit, le réarmement est considérable. Les espaces aéromaritimes, on connaît ça depuis la Seconde Guerre mondiale avec les porte-avions. Et maintenant, on voit bien qu'une partie de la bataille navale se joue dans l'espace. Elle se joue parce que l'espace observe. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Il n'y a plus de notion de surprise en mer compte tenu de l'omniprésence de la surveillance spatiale. Les satellites servent à repérer des activités illicites. Ils servent d'écoute électronique. Ils servent à des moyens de transmission également, sans lesquels le rythme de la bataille ne pourrait pas être le même. Et puis, ils servent à notre positionnement, et vous, comme à vous, puisque vous avez tous du GPS, nous l'avons aussi sur nos bateaux. Donc, aujourd'hui, les enjeux de cette remilitarisation des océans, c'est la verticalité de ce combat, c'est de ce combat potentiel. Donc, c'est ce que me dit mon homologue américain, c'est « from seabed to space ». Alors, cette prise de conscience, nous l'avons décliné dans la marine dans plusieurs secteurs. Donc j'ai lancé un plan qui s'appelle Mercator avec 3 axes. Un axe qui est marine de combat, qui est orienté sur la préparation opérationnelle de nos marins. Un axe qui est marine en pointe, dont l'objectif est de tirer parti de toutes les technologies de manière à pouvoir développer, on va dire, l'offre opérationnelle de nos plateformes actuelles. Et puis un axe qui est sur la force morale de nos marins. Là aussi, il y a un véritable changement de cap.
Je pense que les mots du président, les mots du ministre sont assez éloquents sur ce sujet. On parle de résilience, de conscience nationale. C'est tout le projet du service national universel. On voit bien qu'aujourd'hui, pour rentrer dans ce monde qui est beaucoup plus contesté, compétitif et potentiellement violent, il faut également travailler sur la valeur morale de nos personnels. À cette raison, et donc c'est pour ça que je vais citer ça, puisque nous sommes à une rencontre sur l'histoire, j'ai décidé de faire de la bataille de Chesapeake la bataille qu'on va célébrer de manière annuelle. L'armée de terre à Bazeilles, Cameron et puis le 2S. Je pense que pour la marine, ça manquait un peu. Et donc nous allons, à partir de cette année, nous avons déjà commencé cette année à fêter la bataille de Chesapeake. Cette bataille, donc elle a fait l'objet de... Pourquoi choisir cette bataille ? On a passé beaucoup de temps avec nos amis historiens et on a choisi cette bataille parce qu'elle a des caractéristiques qui nous ont paru extrêmement intéressantes. D'abord, c'est une victoire. Voilà, c'est bon pour le moral. Voilà, on n'allait pas choisir une défaite. Voilà, dans la marine, on a quand même... Moi, j'ai été formé par une génération d'historiens qui nous racontaient la litanie des défaites. Les Cardinaux, Aboukir, Trafalgar, le sabordage de la flotte en 42, etc. Donc voilà, on portait lourd. Voilà, Chesapeake, c'est une victoire. 5 septembre 1781, l'amiral de Grasse. Et c'est une bataille où on a réussi à aligner l'ensemble des planètes. La planète politique, la planète stratégique, la planète militaire, et ensuite jusqu'à ces détails tactiques. C'est une force qui est assez modeste, c'est une vingtaine de bâtiments, qui appareillent pour traverser l'Atlantique, se remplir de soldats aux Antilles, pour aller débarquer des soldats français en soutien de la bataille de Yorktown. De Grasse est un type malin, il sait qu'il a les Anglais qui veulent lui taper dessus, et donc dès le début, il pense à son plan. Il se dit comment est-ce que je vais faire alors que j'ai une force limitée. Le débarquement commence, 40 km avec des chaloupes pour débarquer, 3000 soldats. Et donc une partie des équipages sont impliqués dans les opérations de débarquement. Et à 9h30 du matin, un veilleur bien placé à l'entrée de la baie annonce l'arrivée des Anglais. Et donc appareillage en catastrophe avec, sur certains bateaux, moins de 50% des effectifs. Le bosco, le cuisinier deviennent des canonniers, et réciproquement. Et donc, sans attendre, eh bien, les bateaux appareillent tout de suite. Et à l'avant-garde, Bougainville, qui désobéit, qui n'attend pas la marée, et qui dit « c'est mon moment, j'y vais, même si je suis en infériorité numérique ». Et là, la bataille est gagnée avec énormément de génie humain, génie tactique, une bonne maîtrise du vent, une artillerie impeccable, avec pas beaucoup de coups, mais des tirs à démater, qui font que les Anglais prennent des coups assez sévères. Il y a 1 ou 2 bateaux qui sont extrêmement endommagés. Les Anglais rompent le combat et le débarquement peut continuer. Ça amène à la victoire de Yorktown et donc à la bascule des États-Unis. Voilà, et donc pourquoi j'ai choisi ça ? Je vais vous prendre quelques critères. D'abord par la capacité à décider des chefs. Appareillage dès la perception de la flotte pour combattre au large. C'est réellement ça, un des points aujourd'hui que je trouve très important, c'est cette capacité des chefs à décider. La deuxième chose, c'est la parfaite compréhension de l'objectif. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on a réussi à aligner l'objectif stratégique du roi de France avec la vision opérative de Grasse et avec l'exécution tactique par ses officiers. C'est également une bataille qui se gagne par la maîtrise technique. Je vous l'ai dit, avec les tirs à démater, un code de transmission particulièrement performant, simple, robuste, et puis par la force morale des équipages. Et donc, j'ai choisi cette bataille parce que, en fait, elle me paraît bien illustrer les temps dans lesquels nous sommes rentrés, avec finalement peu de coups, peu de pièces, si vous voulez, peu de coups à jouer, si je prends une métaphore d'échiquier, et il faut que chaque coup soit un coup gagnant. Alors, je cite souvent, quand je parle de cette bataille, une petite boutade que les Anglais m'ont donnée, qui s'appelle les Murphy's Law of Combat. Si vous pourrez le chercher sur Internet, il y a plein de petites idées assez amusantes. Et il y en a une qui dit « If you lack everything but the enemy, you are in a combat zone ». Voilà, et je pense que nous sommes rentrés dans ce monde-là. Voilà, De Grasse et ses marins l'avaient parfaitement compris. Donc ma certitude, et j'arrive à ma conclusion, c'est que finalement le passé, l'histoire, a rencontré finalement des configurations qui sont assez proches de ce que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc je me félicite de vous voir réunis ici pour quelque chose qui touche à l'histoire, pour se dire finalement c'est là peut-être là où nous allons puiser dans la profondeur les constantes historiques, la force morale, et se dire que ce qu'ont fait nos prédécesseurs, les difficultés qu'ont rencontrées nos anciens, eh bien finalement elles sont les mêmes aujourd'hui. La force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens.
C'est Thucydide qui écrivait ça. Et donc, je voudrais conclure en disant quelques mots sur le risque, parce que je crois que c'est réellement ça qui va changer les choses chez nous. Je pense qu'on a eu toute une période pendant laquelle on a pensé qu'il fallait effacer les risques. On l'a même mis dans notre Constitution. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période où il va falloir être capable de reprendre des risques. Il va falloir être capable de se dire, entre deux dangers, je vais choisir comment parer le plus imminent, le plus dangereux, et donc je vais y mettre un certain prix. La guerre, le combat, c'est l'imprévu, c'est la contingence, c'est ce que dit le général de Gaulle. Et donc s'entraîner, c'est pas se préparer à faire de la musique symphonique, c'est s'entraîner à l'improbable, à l'imprévu. Et c'est ça le cœur de ce que j'essaie de faire en tant que chef d'état-major de la marine, c'est d'essayer que mes commandants soient capables de réagir à l'imprévu. Quand un truc ne marche pas, quand un type n'est pas à l'heure, quand vous avez une panne profonde, quand il vous manque des munitions, il y a toujours une solution. Voilà, c'est ça le génie d'exécution. Donc nous sortons de 60 ans d'aversion au risque. Je pense que la prudence est devenue étouffante. Aujourd'hui, on a même des contrôleurs dans les trains qui vous rappellent qu'il ne faut pas descendre du train en marche. Voilà, on est arrivé dans quelque chose d'assez terrible. Donc pour faire face à la contingence du combat, il va falloir quitter la maîtrise des risques et rentrer dans la culture du risque au travail. Je vous remercie. Bonjour Madame, Messieurs. Merci Amiral, merci Sabine Roux de Bézieux et à la Fondation de la Mer d'avoir organisé cette table ronde. Je suis heureux de saluer un certain nombre de consoeurs et de confrères de l'Académie de Marine et d'avoir retrouvé mon vieux complice du Grenelle de la Mer, l'amiral Pierre Soudan. Donc je suis historien et économiste et je vais vous parler un petit peu de la mer dans l'histoire en une vingtaine de minutes pour notre navigation. Ce que je voudrais dire, oui, je suis particulièrement heureux et saluer d'ailleurs le directeur de ces journées de Blois. Enfin, la mer arrive à Blois. La mer qui représente jamais que 70-72% de la surface de la Terre et qui est le seul univers à 4 dimensions, puisqu'il y a la surface qui nous a occupés pendant des millénaires, mais l'amiral l'a souligné, il y a une deuxième dimension qui est la tranche d'eau, il y a une troisième dimension, c'est que 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, qu'on ne connaît pas, amiral, à plus de 20%. Et on sait même maintenant, en quatrième dimension, que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Vous voyez, quand Paul Valéry, qui est un extraordinaire écrivain, disait que nous sommes dans un monde fini, il faut reconnaître qu'il n'était pas assez marin. Mais bon, les choses sont en train de changer. Alors, on me demande d'intervenir sur la puissance maritime dans l'histoire. Alors, je ne vais pas vous faire une grande litanie. J'aimerais voir ce que ça a donné et pourquoi la France, finalement, a été une puissance maritime à éclipse et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs, pour qu'elle ne le soit plus, mais de manière permanente. Les propos que je vais vous tenir ne sont pas les miens, même si cette question m'obsède depuis 35 ans. Ils vont résulter essentiellement d'un collectif de 264 chercheurs que j'ai eu le privilège de piloter. C'était le programme Océanide, qui a réuni donc sur 5 ans ces chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, qui visaient à peser le poids de la mer, le poids des flux sur 5000 ans. Alors, on a publié cela, ça fait 3500 pages. Moi, j'essaie de résumer les choses à quelque chose de plus court, osons la mer, mais il y a beaucoup d'enseignements. J'en donnerai simplement 2. Le premier, parce que ça, c'est une intuition que certains avaient. Maintenant, c'est devenu une démonstration. La mer, en tout temps et en tout lieu, est le moteur de la prédominance du développement économique, politique, social et, pourquoi pas aussi, environnemental, potentiellement. C'est la première idée que je voudrais développer. Amiral, vous l'avez souligné, toutes les grandes puissances ont été des puissances maritimes. L'Égypte des pharaons a commencé à décliner, effectivement, quand ils se sont remis à des flottes phéniciennes. Quand on pense aux Amériques centrales et du Sud, on pense toujours aux Incas, aux Mayas et aux Aztèques. Pourquoi cela et pas aux autres? Parce qu'il y a plein de peuplades, mais parce que c'était les plus maritimes de la bande. C'était ceux qui, par le commerce de l'obsidienne, avaient assuré une continuité. L'Inde, qu'on considère souvent aujourd'hui comme irrémédiablement terrienne, pas tellement. Sur une pesée historique, il y a des moments où l'Inde s'est tournée vers la mer, et ça correspond aux grandes périodes. C'est comme ça qu'Akbar a été le premier à avoir reçu un titre qu'on a inventé pour lui, le titre du Grand Moghol. La Russie, elle est aux abonnés absents tant que
un tsar qui s'appelle Pierre Ier, qu'on va appeler de ce fait Pierre le Grand, va développer dans les années 1710-1713 le port de Saint-Pétersbourg. La Baltique, qui était jusque-là un lac suédois, commence à voir la Russie prendre sa place sur la scène internationale. Il y a un pays qui est fascinant, c'est intéressant, il a une histoire assez proche de l'histoire française, c'est la Chine quand même. La Chine, oui, il y a eu de très beaux exploits, le Nukzenge ou Zengo, etc., qui, d'après un sous-marinier de la Royal Navy britannique, aurait même découvert l'Amérique en 1419 avant Colomb. En fait, c'est pas faux, c'est faux, il travaille sur des cartes qui ne sont pas fiables. Bon, peu importe. Ce qui est certain, c'est que la Chine, grande puissance, a été aux abonnés absents pendant 5 siècles. Toute l'histoire aurait dû être différente, parce que la Chine invente l'imprimerie au XIIIe siècle, la poudre noire, le gouvernail des tableaux entre le XIIIe et le XVe, et même l'imprimerie avant Gutenberg, si bien qu'ils impriment des billets de banque. Donc ils avaient la démographie, le savoir-faire et les moyens financiers. Ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient dans une sorte d'enfermement mental qui les a conduits jusqu'au début du XXe siècle à avoir même des comptoirs occidentaux. Le problème, c'est que les Chinois ont réfléchi sur leur histoire et qu'on ne leur fera plus. Ils ont même été jusqu'à interdire la navigation en mer en 1434, et c'est, amiral, vous l'avez souligné, le pays qui investit le plus aujourd'hui dans le développement maritime. On se demande même si la part du maritime dans le PIB chinois ne serait pas de l'ordre de 8%. Et quand on sait que la France est aujourd'hui le premier domaine maritime au monde, ou le deuxième avec les échos avec les États-Unis, mais le mieux ventilé qu'eux, on voit qu'on a du potentiel. Donc oui, en tout temps, en tout lieu, la mer, c'est ce qui fait la différence. On a pesé de manière particulière les 5 grands conflits occidentaux. Première guerre de 100 ans, je dis première guerre de 100 ans parce qu'il y a une seconde qu'on ignore comme telle en France, qui va de l'avant-dernière guerre de Louis XIV jusqu'à la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire. Deuxième guerre de 100 ans, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et guerre froide. À chaque fois, c'est une partie de bras de fer, terre contre mer. Et à chaque fois, 5 fois de suite, 5-5, c'est la mer qui l'emporte. Il y en a un qui avait tout compris d'ailleurs. En 1940, c'est le général de Gaulle. L'appel du 18 juin, dont on connaît tous le refrain, mais c'est les strophes qui sont intéressantes. La France a perdu une bataille, mais pas la guerre, et le général le dit. Parce que nos alliés, je le cite de mémoire, tiennent la mer. Vous tenez la mer, vous tenez les flux, ça mettra le temps qu'il faudra, mais vous aurez toujours un yuan, ou un dollar, ou un franc, ou un euro de plus, et vous finirez par l'emporter. Alors, bien évidemment, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même des exceptions ? Parce que c'est bien beau de trouver que tout pays bordier de la mer a intérêt à se tourner vers la mer. Eh bien, oui, mais c'est le parfait contre-exemple qui, finalement, appuie encore plus la démonstration. Le seul exemple, c'est l'Empire mongol, qui a duré quand même un temps fou, qui aurait pu s'appuyer sur l'océan Indien et sur l'océan Pacifique, il ne l'a pas fait. Et en fait, l'Empire mongol a pu perdurer. Pourquoi ? Parce qu'au volta de navires, ils ont substitué les caravanes de chameaux. C'est-à-dire que, finalement, au risque de vous déplaire, amiral, c'est pas la mer qui compte, c'est le flux. C'est le flux qui maîtrise la logistique. Et on a commencé dans ce cadre-là à remettre en cause un peu la vision traditionnelle de la géopolitique, qui a acquis ses lettres de noblesse en 1904 à Londres. Le grand tailleur Mackinder nous fait un super discours qui est toujours enseigné religieusement. Celui qui tient l'Eurasie tient le monde. Ce qu'il appelle le Heartland, ce qui explique des poussées stratégiques lors de la Première et, à plus forte raison, Seconde Guerre mondiale. Alors on voit que ça ne colle pas tout à fait quand même, et donc un Américain, dans les années 48-55, John Speakman, va dire au Heartland, il faut rajouter le Rimland, c'est-à-dire les terres du bord, on se rapproche de la mer, on ne va pas tuer le père du premier coup. Eh bien on s'est rendu compte avec les chercheurs d'Océanide que ce n'est pas celui qui tient l'Eurasie, bonne nouvelle, mais c'est celui qui maîtrise les flux. Et j'ai appelé par analogie au Heartland, vous avez un Heartsea, l'amiral le sait parfaitement, c'est l'océan Indien. Ce qui nous a amené à nous intéresser de manière particulière sur l'océan Indien, c'est que les équipes d'Oxford nous ont montré que Rome, la grande puissance de l'Antiquité, a prédominé, parce que Rome maîtrisait, certes, la Pax en Méditerranée, mais parce que Rome maîtrisait les flux dans l'océan Indien, je dis bien Indien. Et c'est quand Rome a commencé à perdre la maîtrise des flux dans ces océans Indiens qu'ils ont dégagé moins de subsides, ne leur permettant plus de lutter contre les Goths, Ostrogoths et autres Visigoths. C'est dire l'importance de maîtriser les flux, et tout particulièrement ceux de l'océan Indien. Faut-il rappeler qu'il y a peu, seule la France était à Djibouti, on a maintenant une base navale américaine, une base navale chinoise, donc on voit que ça se cristallise dessus. Et c'est donc intéressant de voir les choses sous cette forme-là. Ça, c'était le premier enseignement d'Océanide. Et force est de constater d'ailleurs que les nouvelles routes de la soie chinoise, c'est exactement ça.
Deuxième enseignement de Saline, mais je passerai très vite, c'est de... Je sais qu'il y a beaucoup de collègues historiens ici, heureusement, c'est de proposer une nouvelle structuration du temps de l'histoire. Où que nous soyons de par le monde, l'université divise l'histoire universelle en 4 époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, 16, 17, 18e siècle, et la contemporaine. C'est complètement occidentalocentré, ça on le savait, et on s'est rendu compte que c'est la mer qui propose un temps de structuration de l'histoire universelle valable pour tous. En fait, il y aurait simplement 2 temps derrière nous, le temps des Méditerranées au pluriel, parce que contrairement à ce qu'on nous a expliqué longtemps dans les manuels scolaires, toutes les grandes civilisations ne sont pas nées autour de la Mare Nostrum, la Méditerranée occidentale. Il y a une autre Méditerranée que François Giboulou, qui était là avant-hier, a précisé, c'est la Méditerranée asiatique, qui est la mer de Chine. Un monde qui est comme 2 pièces, mais très peu de liens en continu, sauf quand Rome, effectivement, s'intéresse un petit peu aux 2. Et puis après, un Big Bang géographique, je passe 1488-1492. 1488, c'est peut-être la plus grande révolution géopolitique. Le Portugais Bartolomé Dias double le cap de Bonne-Espérance et met donc en interconnexion tout l'océan Atlantique et tout l'océan Indien. 1492, c'est relativement connu. Et donc, on bascule dans un deuxième temps de l'histoire qui est le temps de l'Atlantique et qui s'achève depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que mes félicitations à chacun et à moi-même aussi, nous avons tous la chance de vivre une période extraordinaire, de rentrer dans un 3e temps de l'histoire, c'est-à-dire que ça n'arrive pas toutes les 4 matins. Alors, je n'ai pas le temps de creuser ça, mais ça serait intéressant. Dès que vous rentrez dans un nouveau temps de l'histoire, il y a 3 verbes sur lesquels il faut travailler. Et ça, c'est tout l'objectif de l'éducation. Il y a de quoi faire. Il y a une nouvelle manière de voir, là-t-on, une nouvelle manière d'avoir et d'être. Et quand je parle d'avoir et être, c'est bien sûr tout le défi de la consommation. Je peux vous dire que les étudiants qui sont première année à la fac, ça va dépoter sur le plan de l'environnement, et tant mieux. Alors, je n'insiste pas plus là-dessus, je voudrais rebondir pour terminer sur la question de la puissance maritime. On s'est rendu compte dans l'histoire que pour qu'il y ait puissance maritime, il faut qu'il y ait adéquation entre les 2 marines principalement, une marine navale et une marine de commerce. Quand vous ne marchez pas sur vos 2 pattes, ça ne le fait pas. 2 exemples, la marine de Louis XV, la France de Louis XV. On avait une importante flotte commerciale. On était en train de rattraper la flotte britannique, sauf qu'on avait un bateau de guerre français pour 3 navires britanniques, et donc ils ne se sont pas privés, ils ont fait du tir au pigeon, et on n'a pas réussi. À l'inverse, si vous avez une puissante marine de guerre, mais pas soutenue par des flux commerciaux, et je pense à du temps de l'Union soviétique, ça ne marche pas non plus. Il faut une adéquation. Et peut-être même aujourd'hui une adéquation en 5 marines, parce qu'il y a la marine de guerre, marine de commerce, marine océanographique, c'est important, l'amiral nous a montré un certain nombre de choses, et pourquoi pas aussi marine, bien évidemment, de plaisance, qui peut contribuer à avoir des choses. En fait, ce que je voudrais évoquer, c'est que parler de puissance maritime, ça me semble terriblement réducteur. Il n'y a pas de puissance maritime sans de puissance tout court. En fait, si vous voulez, au fond du fond, une puissance maritime découle de la puissance économique. Et la puissance économique ne peut être acquise que s'il y a la mer et son commerce. On dit souvent, oh, c'est normal que ces pauvres Anglais soient tournés vers la mer. D'abord, c'est une île. Ça, ça n'a absolument rien à voir. Après, le cas du Japon, c'est une puissance maritime éclipse. On dit souvent, c'est normal que ces pauvres Anglais soient tournés vers la mer parce que leur terre ne peut pas nourrir tout leur sol. Donc, ils se sont lancés pour le pire dans la piraterie, ils sont des grands pirates, oui, pour le meilleur dans la pêche. En fait, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Patrick O'Brien en Angleterre, que c'est l'inverse qui est vrai. C'est parce que l'Angleterre a connu une révolution agricole précoce à la fin du XVIe siècle, basée sur le commerce, c'est-à-dire là, les navires de commerce ont pu aboutir à une spécialisation en fonction du type de terre et de la latitude. Donc ils ont pu ainsi nourrir tout leur monde sans avoir besoin de tous leurs bras, ce qui va permettre un exode rural, et cet exode rural va être à la base de la révolution industrielle, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. Regardez le retard à l'allumage de la France. Alors certes, on a eu, bien plus tard, les physiocrates qui, dans le 2e tiers du XVIIIe siècle, le docteur Quesnay en tête, nous explique qu'il faut faire une réforme. Bon, ok, on la connaît, la révolution agricole, simplement en 1960. C'est-à-dire, en d'autres termes, la France est un grand pays agricole en retard de révolution agricole. La révolution industrielle, on la connaît non pas au début du XVIIe, mais sous Napoléon III, à travers deux ferments, le développement de cuirassés et bien évidemment le développement du ferroviaire. Vous voyez le retard à l'allumage. Et donc, dans ces conditions, la France n'a pas eu la capacité économique lui permettant d'avoir la flotte correspondant à sa géographie et à sa démographie qui représentait quasiment un tiers de celle de l'Europe. Mais, j'ai pas tout dit.
il y a plus grave encore et plus intéressant, c'est que l'exode rural, la concentration dans les villes, il faut savoir que vous avez une majorité de citadins en Angleterre au début du XVIIe, une majorité de citadins aux Provinces-Unies au début du XVIIe siècle. C'est deux grandes puissances maritimes comme à l'époque, mais qu'est-ce que ça provoque? Quand vous êtes dans les villes, on va drainer votre épargne, on va développer des country banks, c'est-à-dire des banques de proximité, et vous allez maîtriser les taux d'intérêt. Il y a un de mes étudiants qui est en train de montrer que jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, 1715, on a pu tenir parce qu'on a les mêmes taux d'intérêt des deux côtés de la Manche, 4%. 8 ans après la mort du grand roi, 1723, les taux british restent à 4% quand les nôtres atteignent 8%. Vous ne pouvez pas gagner la guerre si elle dure plus de 3 ans. Donc, moi, je suis à fond pour les navires. Mais si on veut des navires, il faut d'abord commencer par générer du flux et du commerce qu'il faut sécuriser. Et c'est cela qui va permettre après d'avoir les moyens nécessaires, amiral, pour faire la suite des choses. Et force est de constater que la France a fait preuve d'une inconstance maritime parce que c'est un pays d'inconstance économique. C'est tellement vrai que lors de la première guerre de 100 ans, qui a duré 100 ans, on n'a jamais attaqué les Britanniques sur leur ligne de communication logistique, qui était la Manche, sauf à un moment où Jean de Vienne, un grand monsieur, a eu l'idée de faire à Rouen le clos des galets, et là, les Britanniques sont rentrés dans leur coquille, mais ça coûte cher, la marine. Donc dès que ça va mieux, on arrête l'effort, et il faudra toute la fougue mystique de Jeanne d'Arc pour en finir, laborieusement, on peut le dire. Pourquoi vous n'avez pas de porte-avions numéro 2, amiral? Mais parce qu'on est un peu gêné en termes de sous. Et on est gêné un peu en termes de sous parce que nous ne sommes pas encore vraiment un pays de flux. J'aimerais vous le dire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On parle toujours de la géopolitique, les Russes, les Chinois. Mais la géopolitique, c'est une articulation entre l'espace et le temps. Et il faut considérer qu'au niveau intérieur, la géopolitique s'appelle l'aménagement du territoire. Alors, je vais vous donner quelque chose qui fera plaisir à tout le monde, il y en a pour tous les goûts, à travers l'exemple des porte-conteneurs ou des conteneurs. Tout passe par conteneur en dehors du gaz et du pétrole. Voilà la réalité française. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. J'ai pire. Si vous prenez la région PACA, c'est 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Vous imaginez les émissions de CO2? Je veux bien qu'on m'explique, si vous voulez, les continents de plastique, c'est important. Mais vous imaginez les émissions de CO2, un porte-conteneur qui passe devant Marseille. Si on se regarde à la jumelle, on dit bonjour, 2 jours de navigation, on décharge et après tout descend par camion. Un porte-conteneur de 16 000 boîtes, c'est 8 000 camions, 97 km de camions. Ça, c'est des émissions de CO2 dont on pouvait se priver. Mais il n'y a pas que ça. C'est ce qui explique qu'on n'est pas compétitif et une bonne partie des dirigeants ne le savent pas. La région française, les étudiants l'ont bien montré, on a bien vérifié, la région française la mieux reliée à la fluidité, à la maritimité, s'appelle Alsace-Lorraine, par Rotterdam, Anvers. Donc, plus une entreprise se décale du nord-est de la France, moins elle sera compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'importer pour produire ou d'exporter pour vendre? Alors vous me direz, bien sûr, c'est coûteux, on a le temps. Oui, sauf qu'il s'est passé quelque chose de grave en juin 2019. Dernière venue en Europe du président chinois Xi Jinping, qui a commencé, vous vous en souvenez, par l'Italie. Qu'allait-il faire en Italie? C'est que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué des accords séparés avec la Chine pour le cofinancement du raccordement terrestre, c'est là où ça se joue, des 3 ports du nord de l'Italie, Gênes, Savone, Trieste. Ce qui veut dire que si dans les 10 ans, on ne fait pas le job pour désenclaver Marseille au niveau du quart sud-est, c'est les entreprises de la région, les gens qui y vivent, qui seront plombés au profit de l'Italie. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors je conclurai sur cette question de la géopolitique en disant oui, la géopolitique, c'est une question de distance-temps, de distance et de temps. Et là est peut-être le véritable défi. Je suis très préoccupé. Pourquoi? Parce que force est de constater que les démocraties l'ont emporté au terme du XXe siècle, sur tous les mots en isme en tout genre. J'espère que le XXIe se déroulera de la même manière. Pourquoi? Parce que les démocraties l'ont emporté parce qu'elles maîtrisaient les flux, parce qu'elles avaient une stratégie, parce qu'elles avaient arbitré entre le court et le moyen terme. Toutes les démocraties sont complètement enlisées dans le court-termisme aujourd'hui. Alors que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, que c'est le moment de faire son jeu. On n'a jamais vu un joueur de cartes, sauf si vous jouez à ce jeu stupide qui s'appelle la bataille, gagner la partie s'il ne fait pas son jeu. Seuls les États autoritaires font leur stratégie. Il y en a même une au niveau maritime en Russie. L'amiral le sait trop bien. La Chine, n'en parlons pas. C'est-à-dire finalement, et je terminerai là-dessus parce que ça montre bien que derrière la mer, il y a l'éducation, il y a tout un tas de paramètres. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce court-termisme.
Et je terminerai sur cet auteur absolument génial, qui est le père de la science politique, le grand Montesquieu, l'esprit des lois, 1748. Il résume le système, il fait la typologie de tous les systèmes, et il dit, il trouve une mécanique qui est peut-être bonne. Tout système est basé sur un principe. Que ce principe vienne à disparaître, ça engendre la chute du système. Alors il étudie la tyrannie, le tyran est basé sur un principe, la crainte. Que le tyran ou le despote ne fasse plus craindre, on peut s'en débarrasser. Les démocraties. Alors, la démocratie, on va dépoussiérer la sémantique. La démocratie est basée sur un principe, la vertu. Alors, je vais préciser, parce que le vertu, c'est devenu un mot un peu désuet, et puis qui a changé autour du temps. Alors, la vertu, deuxième réponse, c'est faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Traduction moderne, c'est trouver un arbitrage entre court et moyen terme. C'est notre défi. Amiral, vous n'avez pas parlé à un réarmement. Moi, j'ose évoquer cette idée-là, mais pour moi, le réarmement, c'est un réarmement intellectuel, parce que nous rentrons dans un monde complexe et qu'il faut apprendre à gérer le complexe. Je n'ai pas le temps de développer ça et je crains fort que les Asiatiques, à cause d'un certain nombre d'éléments, soient mieux à même de gérer le complexe, alors que nous avons du thèse, antithèse, synthèse, de manière un peu caricaturale et qui nous fait sombrer dans le politiquement correct. Eux, ils appellent ça le yin et le yang et ça crée un mouvement avec une vision beaucoup différente et en même temps une attitude citoyenne qui fait que l'on ne décide pas de tout arrêter derrière nous, qu'on a des enfants, parce que beaucoup de jeunes ne veulent plus d'enfants aujourd'hui, et qu'il faut trouver un arbitrage entre le court et le moyen terme. C'est une question de valeur, c'est une question de démocratie. Ces enjeux passeront par la mer, et puisque nous sommes aux journées de bois, ça serait bien que la mer rentre encore plus dans les programmes. Alors ça commence à rentrer. Depuis le Grenelle de la mer, le programme de seconde a changé, etc. Mais seul à Saint-Pierre-et-Miquelon, le rectorat a institué, dans le cadre des programmes, des cours de voile. Pourtant, ce n'est pas les mers les plus chaudes de la France. Ça serait bien de générer ça. Et ça ferait prendre conscience à chacun que la mer, c'est aussi une formidable épopée. Et pourquoi pas même une destinée spirituelle. Je vous remercie. Merci Amiral, merci Christian Buchet de vos envolées inspirantes. Peut-être deux points qui m'ont fait réfléchir en vous écoutant. Le premier, c'est la question du droit. Vous avez évoqué, Amiral, la manière dont le droit international maritime est remis en cause. Vous avez évoqué les conflits qu'il peut y avoir entre les ZEE. Alors, permettez-moi peut-être de faire un tout petite digression pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement la Convention de Montego Bay, le terme de ZEE et le droit maritime international. Donc, en 1982 a été élaborée une convention de droit international sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies à Montego Bay en Jamaïque, qui a été ratifiée en 1994. Et c'est peut-être la plus grande bataille française que la plus grande bataille navale que la France ait gagnée sans tirer le moins de coups de canon, puisque par cette convention, la France gagnait plus de 10 millions de kilomètres carrés, donc 20 fois la surface de la métropole, d'espace maritime. Donc cette convention a défini, a géographisé, cadastré la surface maritime de la planète en attribuant aux différents pays du monde ce qu'on appelle une zone économique exclusive, c'est-à-dire un espace en mer au-delà de la frontière terrestre sur lequel les pays ont une exclusivité économique. Donc c'est 200 000 nautiques. Alors après, on peut complexifier en disant que sur le sous-sol marin, on va un peu plus loin, mais gardez en tête l'idée des 200 000 nautiques. Donc autour de chaque pays, vous avez cette zone économique exclusive qui permet donc à la France d'expliquer que nous avons le deuxième espace maritime au monde. Et je partage l'avis de Christian Buchet. Je pense que nous avons le premier parce que nous sommes le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, étant présent sur tous les océans, à l'exception de l'océan austral. Donc on peut s'en féliciter. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ce sujet, c'est que le droit de la mer, c'est l'ancêtre du droit international, du droit public international, qui peut remonter, puisqu'on est dans les rendez-vous de l'histoire, qui
remonte pour moi au traité de Tordesillas. Vous vous souvenez, 1494, 2 ans après la découverte de l'Amérique, les Espagnols et les Portugais se mettent d'accord pour se partager la surface de la planète des deux côtés d'un méridien. Alors je ne sais plus quel est le numéro du méridien, mais en gros, il permet au Brésil de parler portugais aujourd'hui et au reste de l'Amérique latine de parler espagnol. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la manière dont les pays s'étaient répartis le monde. Et puis, un siècle plus tard, un Néerlandais, d'ailleurs il n'était pas néerlandais, il était hollandais, qui s'appelle Grotius, a écrit un livre qui a défini finalement le régime sur lequel nous opérons aujourd'hui, 1609, De Mare Liberum, de la liberté de la mer. Et Grotius, finalement, s'élevait contre les Anglais, qui se sont sentis un petit peu floués dans ce partage de la péninsule ibérique, entre donc les Espagnols et les Portugais. Les Anglais considéraient que les mers leur appartenaient, puisqu'ils avaient la plus grande puissance maritime, et que le commerce, les flux, prévalaient sur tout le reste. Et donc, il y a eu ces débats entre des puissances qui s'étaient appropriées la mer au sens large et les Anglais qui considéraient que le commerce passait devant. Grotius, le Hollandais, ayant proposé une alternative qui était de dire finalement l'océan, avec un O majuscule, c'est du bien commun, ça appartient à tout le monde et tout le monde peut y naviguer de façon inoffensive. Et donc c'est un peu cette idée de mer, de liberté de la mer, de liberté de navigation, qui a inspiré la Convention de Montego Bay et qui aujourd'hui est remise en question. D'abord sur les limites de ZE, ensuite parce que les négociateurs de Montego Bay au XXe siècle n'avaient pas imaginé les capacités technologiques qu'on serait capable de développer aujourd'hui. Et la Marine nationale nous montre souvent des images absolument terrifiantes de flottilles entières de bateaux de pêche chinois qui se mettent en limite de ZE, donc à l'endroit où c'est du bien commun. Ils sont des milliers à pêcher en limite de ZE et plus particulièrement en limite de ZE qui ont des aires marines protégées parce que là, vous avez une quantité de poissons absolument phénoménale et ils ratissent la totalité ce qui vit à cet endroit-là. Je vous montrerai une photo si ça vous intéresse. Donc, pour vous dire que le droit maritime international est constitutif de ce qui se passe en mer, fonctionne encore puisque les bateaux s'arrêtent à la limite de ZE et c'est une des missions de la Marine nationale, c'est de s'assurer que notre ZE est protégé, même si ils n'ont pas forcément toujours les moyens. En tout cas, c'est sa mission. Et ce droit international continue à fonctionner. Aujourd'hui, à l'ONU, il y a 2 traités qui sont en cours de négociation. Un premier qui s'appelle BBNJ. Pour vous le faire simple, c'est la biodiversité en haute mer, donc au-delà des ZE, c'est tout de même 64% de la surface de la planète. Donc on a 71%, les chiffres qui ont été cités tout à l'heure, de notre planète qui sont recouverts d'océans, c'est pour ça qu'on s'appelle la planète bleue, et 64%, donc en gros 80% de ces 71% qui sont de la haute mer, qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité. C'est quelque chose un chiffre qu'on n'a pas forcément en tête. Donc, le premier traité qui est en cours de négociation en ce moment à l'ONU s'intéresse à la biodiversité en haute mer. À qui appartiennent les molécules qu'on va trouver en haute mer ? Est-ce que c'est au premier pays qui va s'en saisir et déposer les brevets, ou est-ce que une sorte d'équité mondiale doit être mise en place pour pouvoir partager les bénéfices de ces molécules et de la biodiversité en haute mer ? Alors c'est important parce que on reviendra dessus tout à l'heure dans notre échange sur les grands fonds marins. On a des espèces tout à fait inconnues qui sont peut-être les médicaments de demain. Et il n'est pas question qu'un pays, parce qu'il a plus de moyens que d'autres, puisse s'accaparer ses ressources au détriment du reste de la population. Donc, voilà, bonne nouvelle, ce traité est en cours de négociation. Mauvaise nouvelle, vous avez peut-être vu dans la presse récemment, les négociations, ou le 6e ou 7e round de négociations à New York en août, c'est soldé par un échec. Donc, les pays vont revenir autour de la table et continuer à négocier. Mais tout de même, la négociation existe. Et puis, il y a un deuxième traité qui est en cours de discussion, qui a été lancé début mars à Nairobi, au Kenya, par les ministres de l'Environnement des Nations Unies. C'est un traité qui vise, de façon contraignante, à trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique en mer. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on se dit la pollution plastique,
c'est à terre. Hein, on se promène, il y en a partout dans les caniveaux, il y en a même au fin fond du désert. Donc oui, c'est à terre, et donc ça concerne les pays. La réalité, c'est que par le biais du ruissellement, les plastiques qui se décomposent très vite en microplastiques finissent dans les rivières, dans les fleuves et dans l'océan. Par exemple, dans ce fameux 7e continent au milieu de l'océan Pacifique. Et donc, vous vous retrouvez avec des concentrations de plastique très élevées. Je me permets au passage, puisque j'ai une audience nombreuse, de vous appeler à la vigilance. Non, ce sera impossible de ramasser du plastique en mer. Donc, ne cédez pas aux utopies qui vous promettent qu'on arrivera à ramasser le plastique en mer. C'est faux. C'est une digression sur mon sujet. Donc, deuxième grand traité en cours de négociation pour lutter contre le plastique. Donc, c'est vraiment intéressant parce que l'environnement est devenu un sujet de négociation internationale. Alors, c'est une des missions d'ailleurs de la Marine nationale de s'assurer que la réglementation en matière de pollution est mise en œuvre. Mais là, ce sont les nations qui s'engagent pour l'environnement. Alors, ça peut sembler étrange qu'on s'intéresse à l'environnement en haute mer. À mon sens, il y a deux raisons. La première, c'est que dans nos pays développés, c'est un sujet pour la jeunesse. Les jeunes se sont tous mobilisés autour de Greta Thunberg, par exemple. Les 2 degrés de réchauffement climatique sont entrés dans les esprits et aujourd'hui sont des moteurs et des sujets de mobilisation de l'opinion publique. Et donc, pour les pays développés, les questions environnementales sont importantes. Pour les pays en développement, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce qu'ils se situent essentiellement dans les zones intertropicales et que ce sont eux les plus touchés par l'amplification des phénomènes climatiques, par la montée des eaux, etc. Le plastique, même chose. Le plastique, c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, les scientifiques vous expliquent qu'il y en a dans l'eau que nous buvons, et il y en a dans l'air que nous respirons, et il y en a dans les aliments que nous consommons. Une étude nous dit qu'on consomme une carte de crédit par semaine de l'équivalent de plastique. Donc c'est terrifiant, bon appétit. Et donc c'est important que les nations, collectivement, s'intéressent au sujet. Voilà, donc c'était mon premier point, c'est de dire le droit est contesté, certes, mais il y a des choses qui se passent au niveau international et les nations prennent leurs responsabilités. Mon deuxième point, c'était sur la question des moyens. La France s'affirme comme une puissance maritime, l'histoire l'a montré, la marine française fait partie des grandes marines océaniques. Et la question, c'est un petit pays de 70 millions d'habitants, alors que je crois que nous passons dans 15 jours le cap des 8 milliards d'habitants sur la planète, petit pays a-t-il les moyens d'affirmer sa puissance ? Alors, les moyens financiers, bien évidemment, parce que ça coûte cher d'aller en mer. Les moyens technologiques, pour vous donner une idée, le SNA Suffren, peut-être qu'Amiral, vous me contredirez, mais le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, la nouvelle série de sous-marins qui vient d'être sortie de Cherbourg, contient 1 million de pièces différentes. 1 million de pièces, donc assemblées avec 1 million de pièces. Une voiture, c'est 5000 pièces, 200 fois moins. Et même un avion type Boeing 777, c'est 100 000 pièces, donc 10 fois moins. Donc vous voyez la complexité pour un sous-marin, pour n'importe quel objet technologique, d'aller en mer, avec la corrosion, la pression, le fait de faire vivre des gens pendant des semaines sous l'océan. Donc la mer, c'est un lieu de haute technologie qui nécessite des investissements. Le troisième moyen qui me fait poser des questions, c'est les moyens humains. Il faut recruter dans les milieux maritimes, et on a des difficultés à recruter en général en France, mais encore plus en mer, parce que c'est difficile. On part loin de chez soi, on n'a parfois pas les réseaux sociaux auxquels on a l'habitude d'avoir accès. Donc il y a un enjeu de recrutement, d'attirer les meilleurs, les jeunes dans ces métiers-là. Il y a un enjeu de formation. Par exemple, vous savez qu'il faut à peu près 20 ans pour notre futur deuxième porte-avions, mais il faut aussi 20 ans pour former un commandant de porte-avions. Donc, il faut certes avancer sur la partie technologique et technique, mais aussi il faut former les personnes qui vont aller sur ces bateaux. Donc, recruter, former, expliquer. Expliquer parce que la mer est un milieu complexe, multidimensionnel, géographique, historique, économique, diplomatique, militaire. Et cette complexité échappe pour la plupart du temps à nos concitoyens.
C'est pour ça que c'est très important que la mer rentre de plus en plus dans les programmes scolaires. C'est déjà le cas, mais je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin. La Fondation de la mer, nous travaillons beaucoup avec l'Éducation nationale pour sensibiliser les jeunes sur toutes ces questions-là, sur les questions environnementales, mais sur toutes les autres, évidemment. Et puis, il faut inspirer. Notre pays n'est pas complètement un pays maritime, même si vous êtes nombreux ici dans ces rencontres, dans ces rendez-vous de l'histoire de Blois à vous intéresser aux questions de mer. Il faut maritimiser les Français pour que cette puissance maritime française puisse vraiment se développer. Dans les outils, pour inspirer les Français, des événements comme celui-ci, la littérature, le cinéma. Je pense au film Le Chant du Loup que vous avez peut-être vu, qui explique ou qui met en scène une quasi-bataille navale sous-marine. Je pense aux bandes dessinées. Il y en a une formidable sur la bataille de Chesapeake. Et il y a toute une série qui est très, très inspirante. C'est pour ça que donc, la littérature, le cinéma, le théâtre sont des vecteurs très importants pour sensibiliser, inspirer les Français. Et j'aimerais bien entendre Olivier Prébourg. Olivier, tu es éditeur des éditions de l'Équateur. Tu édites de nombreux livres autour de la mer. Tu as toi-même édité Louis Broquier. Alors, Louis Broquier n'est pas vraiment d'ici, c'est un poète marseillais. Je vous conseille de le lire pour ceux qui n'ont pas encore eu cette chance. Tu as édité le journal inédit de Pierre Loti. Tu as écrit toi-même sur la mer. J'aimerais bien que tu nous expliques comment on peut inspirer les Français, comment on peut les faire rêver sur le symbolique de la mer pour les maritimiser. Bonjour à toutes et à tous. Merci, chère Sabine. Oui, alors, je me suis souvent demandé si notre relation problématique à la mer était due au fait que Napoléon avait le mal de mer et qu'il avait dit au moment de Sainte-Hélène « J'ai sombré toute voile dehors, mais tout le monde à la manœuvre ». Et Napoléon passait son temps à se dire, mais il ne connaissait pas encore l'amiral Vendier, j'ai passé mon temps à chercher l'homme de la marine, je ne l'ai jamais trouvé, parce qu'il ne comprenait pas souvent le langage de ses amiraux, alors que lui, c'était en avant, calme et droit, fonçons, et que, évidemment, la mer est un problème aussi de technologie et de technique, même au temps de Napoléon. Il y a une question, moi, qui m'anime énormément. J'ai eu l'occasion, comme éditeur, de publier l'histoire de France de Michelet. Et vous savez, ce n'est pas à Blois que je l'apprendrai, que la question du roman national s'est souvent posée comme débat parmi les historiens. Eh bien, je pense que nous devons ouvrir le grand roman maritime français. Michelet, qui n'était pas un homme de la mer, a priori, qui n'a fait que se baigner un tout petit peu sur les bords de la Seine, donc il n'a vu la mer que du rivage, a écrit un livre d'une formidable intuition qui était La mer, justement, et qui est un livre qui a fasciné tous les écrivains du XIXe siècle. Et je pense que cette intuition poétique est essentielle pour que, justement, nous ayons une consolidation politique. Moi, je crois profondément à la révolution poétique et politique de la mer. Pourquoi ? Vous le savez, nous avons quelques problèmes d'énergie aujourd'hui et d'approvisionnement d'essence. Nous sortons de 2 années d'épuisement généralisé, de sidération, où nous avons été confinés. Surtout ne pas prendre de risques, replions-nous. Eh bien, je crois que la mer, tout d'abord, c'est ça, c'est une formidable énergie. Pas uniquement à cause des éoliennes, mais par l'énergie qu'elle nous donne. Qu'est-ce qu'ont fait les Français quand on a eu de nouveau le droit de sortir ? Nous sommes allés au bord de la mer. Et le philosophe Alain disait qu'est-ce que signifierait ce monde changeant, justement, s'il n'était pas, en fin de compte, pour nous, notre salut. Et la mer, c'est notre salut, à la fois parce que c'est elle qui répare et qui soigne. Nous avons parlé de la protection des environnements. J'ai été halluciné il y a 3 jours. Le New York Times faisait sa une sur l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, on voyait une chose, c'était, ils avaient pris en photo, ils avaient peint en rouge tout le contour de l'Amérique du Sud, qui était l'occupation par les bateaux-usines chinois qui raclaient les océans, c'est-à-dire les thons, les requins, etc. Et
ils pêchent avec tant de lumière que même nos satellites peuvent les observer. Et tout le pourtour de l'Amérique du Sud était en rouge, c'est-à-dire était pillé. Et nous devons bien évidemment protéger cet environnement. C'est une chose absolument essentielle. Et nous ne le savons pas. Nous ne savons pas que la marine, c'est aussi une ONG de dangereux écologistes, à savoir qu'elle protège aussi des aires maritimes et que la première chose avant de nous interroger sur le sens de la mer, sur le sens de la puissance maritime, c'est de dire il faut protéger cette richesse, cette valeur absolument essentielle. La deuxième chose, en effet, c'est que je crois profondément au réenchantement par la mer. Michelet, encore lui, le père de l'historiographie française, en quelque sorte, celui, même si on peut critiquer sa méthode scientifique, ses intuitions poétiques, son flux est quasiment un flux océanique, a écrit un tome de son histoire de France qui s'appelle Renaissance. Renaissance, chose dont il a eu le pressentiment, justement, en prenant des bains en Italie. Eh bien, je crois que, justement, contre notre épuisement généralisé, on sent bien qu'on est à la fin à la fois d'un cycle, mais que nous butons sur notre hexagone. Eh bien, je pense que le roman maritime est le grand roman de la diversité. Christian Buchet a développé souvent le concept de l'archipel. Nous avons un immense archipel. Et je pense que ce rêve, il est absolument nécessaire. C'est l'invitation au voyage de Baudelaire pour que nous puissions justement reconstruire une utopie politique qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, mais qui soit aussi une ouverture à l'aventure. Parce que la vie, c'est quoi? C'est l'une des plus belles choses, c'est largons les amarres, la liberté, la mer libre. Et donc, si nous défendons cette liberté, nous défendons ce à quoi nous sommes le plus chers, c'est à savoir notre démocratie, le respect, le débat contradictoire, mais nous aussi, nous réenchantons le monde. C'est pour ça que poésie et politique me semblent aller de pair. J'aimerais revenir sur le Far West, les grands fonds marins. Notre planète, c'est en fait une planète bleue, je pense que vous l'avez compris, mais c'est une planète de grands fonds marins. Encore un chiffre, l'altitude moyenne de la Terre. Est-ce que vous savez à quel niveau l'altitude moyenne de la Terre ? « 800 mètres, 850 mètres. Donc l'altitude moyenne de notre planète sur les continents émergés. Est-ce que vous avez une idée de la profondeur moyenne des océans ? 3800 mètres. Donc le volume d'eau est absolument considérable. Et ce volume d'eau, il fait l'objet de tous les mythes de l'humanité, de tout notre imaginaire. Vous avez sans doute tous lu, quand vous étiez petits, les 20 000 lieues sous la mer de Jules Verne. Le mythe des grands fonds marins a nourri notre imagination, nourri les pires terreurs aussi de l'humanité et les plus grandes interrogations. Même le commandant Cousteau, dans les années 70, pensait qu'au-delà de 70 mètres de profondeur, il n'y avait pas de vie dans l'océan. On ne lui avait pas encore expliqué qu'il y avait un phénomène qui s'appelle la chimiosynthèse, qui se substitue à la photosynthèse, et donc la vie peut se déployer sans lumière par un autre mécanisme. Le commandant Cousteau l'ignorait, les scientifiques d'aujourd'hui s'y intéressent grandement. Ces grands fonds marins sont extrêmement importants. Ils font l'objet aujourd'hui de convoitises, de batailles pour ces ressources. Et la France a encore un rôle très important à jouer. À la Fondation de la mer, on a sorti au mois de juin une étude qui est une première mondiale. On a travaillé sur une base de données montée par une fondation japonaise. On a essayé de calculer, et on a calculé, dans l'ensemble des ZEE des grands pays, la superficie de grands fonds marins. Alors on a décidé que grands fonds marins, c'était au-delà de 1000 mètres de profondeur. Les scientifiques disent parfois 200 mètres, nous on a choisi 1000 mètres de profondeur. Eh bien la bonne nouvelle, cocorico, la France a le premier espace sous-marin au-delà de 1000 mètres de profondeur au monde. Voilà. Plus de 80% de notre ZEE est dans les grandes profondeurs.
évidemment, il va falloir surveiller ces espaces, il va falloir les protéger, il va falloir d'abord les connaître. Le grand fond marin, c'est le royaume de l'inconnu. On a probablement 90% des espèces qui vivent au-delà de 200 mètres de profondeur à découvrir. Les scientifiques nous disent que dans les fameuses cheminées hydrothermales, qui sont à 2-3 000 mètres de profondeur, qui sont des volcans sous-marins, d'où sortent des fumées à 400 degrés, bourrées de sulfure et d'autres produits, des espèces sont capables de vivre entre les 2 degrés moyens de température du fond de l'océan et ces 400 degrés, en sachant vivre avec des émanations de gaz extrêmement dangereuses. Ces espèces vivent des dizaines, parfois peut-être plus de 100 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, elles sont probablement des sources de médicaments absolument incroyables. Aujourd'hui, la moitié des traitements contre le cancer contient au moins une molécule marine. Sachant qu'on ne connaît que 10% des molécules marines, vous pouvez imaginer ce qu'il y a à découvrir. Alors, Amiral, moi, je serais vraiment intéressée de vous écouter sur cette question des grands fonds marins. Vous avez évoqué les câbles sous-marins, vous avez évoqué les convoitises sur les terres et les métaux rares. Il y a une stratégie de la marine sur les grands fonds marins. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, vous avez cité le commandant Cousteau. En fait, c'est une histoire où la France, finalement, était assez précurseur. On a les Italiens aussi, on avait beaucoup avancé. Et puis, en fait, les dividendes de la paix, les années 90, ont abouti à dire, bon, tout ça, en fait, on va se désintéresser parce que militairement, c'est pas le sujet. Je vous l'avais dit, c'est from the sea. Donc, finalement, pourquoi aller s'embêter ? L'histoire est revenue assez récemment. C'est mon prédécesseur, l'amiral Prazu, qui s'était engagé auprès des familles de la Minerve pour leur dire on va essayer de retrouver ce sous-marin qui avait disparu en 1970, corps et bien, au sud de Toulon. Ça paraît pas si compliqué, mais les fonds à Toulon sont rapidement à plus de 3000 mètres. Et donc l'amiral Prazu qui avait lancé une campagne avec les outils étatiques, avec l'Ifremer, avec le CHOM, pour essayer de retrouver ce sous-marin dont on ne savait pas très bien où il était. On a passé un certain temps, il y a une première campagne qui a duré 1 mois, et en fait on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé avec ces outils où finalement on cherche un peu, c'est comme si dans cette pièce, la mettait dans le noir et je cherchais mes clés avec un rayon laser. Quand on trouve, on va la voir, mais il faut chercher longtemps. Et donc, comme il s'était engagé auprès des familles, il s'est dit, en fait, il faut changer de portage. On va demander à des entreprises spécialisées dans la recherche des fonds marins de nous aider à retrouver ce sous-marin. Donc, il s'est adressé à un opérateur américain qui a des drones norvégiens. Et donc, on leur a demandé de faire cette mission. En 1 semaine, ils ont retrouvé le sous-marin. Ils ont fait des photos extraordinaires. On a pu aller montrer ça aux familles. On a descendu une plaque sur cette tombe sous-marine à 3000 mètres autour de ce drame. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on est en train de louper un grand virage. On a en fait laissé l'oil and gas industry. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des forages à plus de 1000 mètres de profondeur avec 3 km ensuite sous la terre, sous la croûte. Et donc on s'est dit, en fait, là, on a loupé un truc. On voit que les câbles sous-marins, en fait, sont redevenus à la fois des infrastructures civiles et puis aussi des supports d'infrastructures militaires. Et donc, on s'est dit, il faut s'y remettre. Donc, on a lancé un groupe de travail au sein de la Marine. On a réussi à convaincre la ministre, Mme Parly. Et donc, en 18 mois, on a posé une stratégie militaire des fonds marins qui a été mise sous presse, qui a été présentée par la ministre en février dernier. Voilà. Alors, donc, notre objectif, en fait, il est multiple. Il est d'abord de faire un gros travail de rattrapage technologique. Je discutais avec mon ami norvégien la semaine dernière, après les explosions sur les gaz, sur les Nord Stream, donc le Nord Stream 1, Nord Stream 2. Il me disait, on n'a pas besoin que vous nous aidiez parce que l'oil and gas industry norvégienne, elle a 600 robots sous-marins. Vous voyez, j'en aurais jamais 600, moi. Donc, la question, c'est pas d'avoir des capacités, c'est déjà de comprendre, en fait, quelles sont les capacités nécessaires pour faire quoi, et de voir quel est le mariage qu'il y a entre l'industrie et le militaire. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir, par exemple, le Baltic Divers qui fait la patrouille du gazoduc, avec des robots, ils se sont payés, ça fait partie du contrat, plutôt que d'avoir des marines militaires avec des moyens qui ont autre chose à faire, d'essayer de patrouiller en chasse aux mines sur ce genre d'outils. Donc première chose, comprendre quelles sont les technologies qui nous manquent, quelles sont les technologies qui sont militairement intéressantes et celles qu'il faut que nous ayons en propre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de mettre en place une vision, on va dire au niveau de l'État, de la protection des infrastructures. Aujourd'hui, c'est un peu l'affaire des opérateurs. Et donc, il faudra qu'on travaille de la même façon qu'il y a une Maritime Domain Awareness, il faudra qu'on ait une Undersea
Maritime Domain Awareness, au moins pour les infrastructures. L'océan est extrêmement grand, mais donc au moins pour tous ces câbles, etc., voir qui fait quoi, qui met des objets, qui va regarder, etc. Et puis le dernier volet qu'on mène en parallèle, c'est le volet de l'action. Donc il faut qu'on ait des moyens, on va dire, de défense, des moyens d'action également, pour pouvoir mener des opérations militaires jusqu'à des fonds de 6000 mètres. Et donc c'est le dernier volet de cette ambition, et c'est un des objets des travaux de la loi de programmation militaire sur lesquels nous travaillons actuellement. Merci beaucoup. Christian Buchet, j'aimerais bien vous entendre sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure en disant comment un pays comme la France, 70 millions d'habitants, peut exercer sa puissance maritime aujourd'hui, en 2022. C'est compliqué. D'abord, je crois que Olivier Fribourg l'a très bien dit, il faut maritimiser les esprits. Un de nos confrères à l'Académie de Marine, le recteur Le Goërel, aujourd'hui disparu, avait fait un rapport sur la mer dans l'enseignement en France. Alors ça remonte un tout petit peu. Il avait constaté qu'autrefois, mais là c'est vraiment ancien, il y avait des classes de mer. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Bon, c'est soit en dehors du programme de géographie, c'est vrai, on a beaucoup de nos écrivains, Victor Hugo, Sananox, à travers la mer, Pierre Loti, pêcheur d'Islande, à moins d'être sadomaso, on n'ira pas. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Je suis frappé de voir, alors que 92% en volume des flux passent par voie maritime, qu'il n'y a qu'une seule école de commerce où on parle de ça. Dans le cas du Grenelle de la mer, le ministre en charge du Grenelle de la mer avait écrit au directeur de l'ENA pour demander qui est en seconde année à l'ENA à 8 heures, non pas par semaine, hein, paniquez pas, mais sur l'ensemble de l'année, sur la géoéconomie des flux, il n'y a toujours rien. À chaque élection présidentielle, il y a des écuries mers, des groupes de travail mer, parce qu'il y a 404 000 voies à récupérer. Mais en fait, ce n'est pas un groupe mer qu'il faut créer. Il faut mettre la mer au cœur de l'économie. Aujourd'hui, une politique maritime me semble être avant tout une politique d'aménagement du territoire. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Puis je vais vous faire un mea culpa public. J'ai été traumatisé quand j'étais jeune par la célèbre phrase de mon idole, Éric Tabarly. La mer pour les Français, l'amiral la rappelait, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Et pendant 25 ans, je n'ai cessé de dire il faut que la France se tourne vers la mer. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les raisons intrinsèques du blocage. Mais en fait, je pense que c'est pas la bonne attitude. Je crois que c'est à l'inverse. Il faut faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. J'ai été très frappé, c'était en pleine crise des Gilets jaunes. J'étais amené à faire une conférence dans un milieu de dirigeants économiques à Limoges. Et ils m'ont dit, mais vous réalisez pas bien, vous là-haut. Alors quand c'est là-haut, c'est Paris, hein, c'est très loin aussi, c'est pas loin, faites attention quand même. Vous réalisez pas bien, nous, c'était il y a 3 ans, il y a 2 ans, donc ça fait 5 ans maintenant, nous à Limoges, on était une capitale régionale, on était la capitale du Limousin. Maintenant, on n'est plus dans le Limousin, on est rentré dans la Nouvelle-Aquitaine. Vous, depuis Paris, vous mettez 2h04 pour aller à Bordeaux. Nous, on met 2h40. Et nos fonctionnaires territoriaux, ils sont partis à Bordeaux. Donc, ils ont vendu leur maison. L'immobilier s'est cassé la figure. C'est notre épargne et celle de nos enfants. Et j'en suis arrivé, parce qu'il y avait tous ces débats, etc., que finalement, beaucoup de revendications semblaient paradoxales. Mais qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de concilier une meilleure compétitivité pour les entreprises, je l'évoquais tout à l'heure, faire en sorte que ce qu'on importe passe par nos ports. Souvent, dans ces milieux dirigeants, je leur dis, mais passez par les ports. Non, je ne passerai pas par nos ports. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est tout chaud bouillant. Il y a 10 ans, m'ont planté. Bon. Et je leur pose souvent la question, mais si vous passiez par votre port régional de proximité, vous gagneriez combien? Je ne sais pas. Certains sont revenus vers moi en me disant, on gagnerait 3 à 4%. Et certains de me précisaient, nos parts de marché, on les emporte souvent à 2-3% près. Donc qu'est-ce qui permettrait tout à la fois de redonner de la compétitivité pour nos entreprises, lutter contre nos émissions de CO2, lutter contre la désertification, voire même contre l'accidentologie routière, parce qu'on était dans le débat 80 ou 90, c'est une politique d'aménagement du territoire. Nous sommes encore un pays enquisté. Tant que Limoges, Clermont-Ferrand et d'autres villes ne seront pas reliés à leurs ports régionaux, nos 2 grands ports, Marseille et Le Havre, ne fonctionneront pas. On ne mesure pas assez dans ce pays que nos ports, c'est un cœur économique qui insuffle richesse. Mais la richesse, si vous voulez, c'est aussi le bien-être, le pouvoir d'achat, aller peut-être vers un autre type de consommation. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la mer, c'est pas uniquement ce qui sert à faire trempette 3 semaines l'été, c'est pas uniquement pour tout un tas de sports nautiques, mais c'est le cœur de l'économie, c'est ce que notre pays n'a pas compris. Le génie anglais, entre guillemets, c'est d'avoir compris avant les autres que la mer est la plus formidable voie de libre-échange au monde. Je ne suis pas pour la mondialisation. Je vois bien monter à travers mes étudiants, ils adorent la mer, ils adorent l'histoire maritime, etc., parce que c'est une histoire totale, mais ils me disent on n'aime pas vos bateaux. Je dis quel est le problème? C'est sympa. Je dis oui, ben, quand on fait du kite, etc., mais le bateau est l'instrument de la mondialisation.
Ça, on n'en veut plus. Alors après, il faut décoder. Parce que quand vous faites transporter un frigidaire entre Shanghai et Anvers étant le premier port français, c'est Bonaparte, vous voyez, qui avait raison de manière posthume, c'est 300 fois moins cher le prix du transport que le transport de ce même frigo qu'entre Shanghai et Rennes, au nord de la Loire. Et en termes d'émissions, Anvers et Rennes. Et c'est infiniment moins polluant entre Shanghai et Anvers qu'entre Anvers et Rennes. Donc il y a toute une réflexion véritablement à avoir à partir de ça. Et puis surtout, mesurer que sans la mer, on ne passe pas. Ça a été le grand apport du Grenelle de la mer. C'était de montrer que la mer n'est pas une source d'emmerdement, pour parler bref, parce qu'à travers toute l'histoire, c'était la piraterie. Après, c'est devenu les boulettes de marée noire, dont force est de constater quand même qu'on s'en préoccupait lorsqu'ils arrivaient sur la terre et dont on se foutait quand ils étaient en mer. Et la mer, on a perçu, vous avez bien montré, Sabine, à quel point c'est un potentiel. Sans la mer, on ne passe pas. On le voit bien. Et la mer, on ne connaît pas la microbiologie marine dans des proportions infinitésimales. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour savoir que polluer la mer, c'est un scandale écologique, mais on ne mesure pas que c'est un non-sens économique, vu le potentiel incroyable. Donc je crois qu'aujourd'hui, à travers les promesses de la mer, il y a tout un tas d'opportunités. La France est probablement le pays le mieux placé face à la mer, face à ce domaine maritime qui est en fait, on peut le dire, le premier du monde. On a toute la technologie pour le faire et on sait aujourd'hui qu'on émane du milieu marin. La mer, si vous voulez, elle chante doublement en nous. Certains poèmes, je pense à Saint John Perse, etc., dans Amer, il disait dans Amer, nous sommes des exondés. C'est-à-dire qu'on sait en toute certitude que les molécules qui ont été évoquées à l'instant par vous, nous en sommes issus. Et en plus, on a tous passé 9 mois, quelques semaines près, dans le vent de notre mer, c'est l'homonymie en français, dans un liquide qui est parfaitement en osmose, et c'est normal avec la mer. Donc on voit que la mer, finalement, c'est vraiment, avec peut-être le foot, avec sans doute le Tour de France, ce qui peut réunir tous les âges, de 7 ans, je ne sais pas combien, et toutes les classes sociales. C'est une nouvelle frontière. Kennedy rêvait beaucoup d'une nouvelle frontière spatiale. Je crois qu'il n'y a pas mieux placé que notre pays, et mieux placé que l'Union européenne, parce qu'au total, l'Union européenne est l'entité politique qui a le plus grand linéaire de côte, qui a le plus grand domaine maritime. Et c'est bien pour ça qu'un certain nombre d'autres pays essayent un peu d'empêcher ces tuyaux d'avancer. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, on a un potentiel de fou, mais qui s'use que si l'on s'en sert. Olivier Frébourg, vous vouliez réagir ? Oui, alors, par rapport à ce que dit Christian, en effet, Buchet, deux choses, c'est qu'il parlait du désenclavement des régions françaises. Vous avez un écrivain qui n'est pas loin d'ici, qui vous est familier et cher, qui est Rabelais. Rabelais est un écrivain qui, dans le quart-livre, a formidablement parlé de la mer et de l'oracle de la dive bouteille et de cette quête maritime. Et Rabelais, pour vous dire, est contemporain de Verrazano, qui va découvrir la baie de New York bien avant Hudson. Et Rabelais était tout à fait au courant, était tout à fait informé de cette grande découverte. Et quand nous sommes au XVe siècle, au XVIe siècle, ce qui est formidable, au moment de Jean Angot, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme le créateur un peu de notre marine française, ces capitaines étaient à la fois des hommes de la technique, mais aussi des hommes de poésie. Mais pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la France, je pense que nous avons un problème de culture maritime parce que nous avons aussi un problème d'unité et d'unification. Je m'explique. Nous avons tous les talents. Nos intervenants vous l'ont exposé. Des start-up, des océanographes, le CHOM, un exceptionnel talent absolument partout. Et pourtant, nous n'arrivons pas à unifier, je dirais, ces talents pour aller un petit peu dans le même sens. Je pense qu'il y a une responsabilité politique. Ici, là, nous sommes dans un hémicycle qui pourrait être celui de l'Assemblée nationale. Quand on voit la méconnaissance de notre représentation nationale sur les questions maritimes, il y a de quoi avoir peur, parce que c'est elle qui, par définition, vote les budgets. Donc, est-ce que c'est parce que nous sommes un pays jacobin, centralisateur, parisien, pays d'énarques, que nous n'avons pas cette culture maritime dans le sang? En effet, il y a une unification qui est absolument nécessaire et une culture auprès de nos politiques et dans cette gouvernance absolument à développer. Et je pense que, vous savez, nous avons en France, je crois à peu près, amiral, 59 sémaphores
magnifique profession sémaphoriste, c'est-à-dire les yeux. Donc ouvrons les yeux, parce qu'en apprenant à regarder, eh bien, on voit à la fois où est le danger et on voit aussi où est la beauté. Merci, je partage cet appel à regarder la beauté. Alors peut-être avant de passer la parole à la salle, 2 espaces d'eau salée que nous n'avons pas évoqués encore jusqu'à maintenant et peut-être qu'ils vont inspirer vos questions. Le premier espace, ce sont les pôles. Le pôle Nord, hein, l'Arctique, c'est un océan. Je laisse ça à votre imagination pour vos questions. Et puis un autre espace qui est l'Antarctique, le pôle Sud, qui lui est un continent sur lequel la France est implantée. C'est pas un territoire français, hein, c'est une zone qui est concédée à la France. Je vous rappelle que l'Antarctique fonctionne sur un traité auquel Michel Rocard avait beaucoup contribué, un traité qui dédie ce continent à la paix et à la science. Et la France joue son rôle sur ce continent. Peut-être que l'amiral Vendier aura des remarques à faire sur mais certains pays vont au-delà ou ont une interprétation un petit peu large de la notion de la paix et de la science. Toujours est-il que la France est présente. Par notre présence dans les terres australes et antarctiques françaises, la marine va tous les ans ou plusieurs fois par an réapprovisionner la Terre Adélie et Concordia, qui est l'autre station française partagée avec les Italiens, pour la paix et la science. Donc on a 2 espaces ici qui sont extrêmement importants parce que ce sont des espaces gérés par des zones de convoitise pour l'Arctique, un espace géré par la communauté des nations, ou en tout cas les 30 pays signataires aujourd'hui de la Convention du traité de l'Antarctique, qui sont des espaces très importants pour l'équilibre de notre planète. Il faut savoir que l'océan austral, à lui tout seul, absorbe plus que tous les autres absorbe plus de CO2 que tous les autres océans de la planète. Pourquoi ? Parce que c'est comme quand vous sortez une bouteille de coca de votre frigidaire, elle perd plus vite ses bulles que quand elle est au frigidaire. C'est la même logique. Les bulles sont mieux emprisonnées quand l'eau est froide. Et donc, dans les eaux froides de l'océan Arctique, il y a plus de CO2 que dans les autres eaux. Et c'est bien pour ça qu'il faut lutter contre le réchauffement de l'Antarctique. Donc ça, c'est un premier espace. Le deuxième, c'est l'outre-mer. Si la France est le premier espace maritime, ce n'est pas par ses eaux métropolitaines, mais c'est par les 97% d'espaces maritimes qui se trouvent outre-mer. Et comme je vous l'ai dit, sur tous les océans de la planète. C'est important parce que ces espaces, ces terres des 4 coins de la planète nous permettent d'avoir une présence dans tous ces pays, nous permettent d'avoir une diplomatie avec énormément de pays. La plus grande frontière terrestre de la France, vous savez avec qui c'est ? Avec le Brésil, exactement, grâce à la Guyane. Il n'y a pas de géographe. Et la plus grande façade maritime, c'est avec l'Australie. On est voisins avec beaucoup de pays dans le Pacifique, dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique sud et nord, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Et avec le Mexique, avec Clipperton. Donc, cette outre-mer, c'est une richesse pour la France. C'est une richesse qui est aujourd'hui assez sous-valorisée. Et notamment, ce qu'on sous-valorise et qui commence à venir aujourd'hui, c'est la valeur même de l'océan. Vous avez peut-être entendu qu'il y a des compensations carbone. Vous pouvez planter un arbre pour compenser vos émissions de CO2. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Mais il y a des méthodologies scientifiques qui sont en train de se développer pour faire la même chose sur les coraux, en disant comment les coraux sont capables de capter du CO2 et comment protéger et valoriser des CO2 des récifs coralliens et de restaurer des récifs coralliens permet de capter du CO2. Nous, on y travaille beaucoup à la Fondation de la mer. Il y a des gens dans le monde entier qui le font. Donc, capture de CO2. Tous ces espaces-là de récifs coralliens, de mangroves ou d'herbiers sont aussi des frontières ou des barrières naturelles contre l'érosion. Et quand on sait qu'on avance vers une montée des eaux inexorable, rien de mieux que la nature pour nous aider à nous protéger. Donc ces caractéristiques de nos outre-mer, géographiques, géopolitiques, naturelles, sont aujourd'hui sous-exploitées et peuvent permettre, ce sont les atouts complémentaires pour la puissance maritime de la France. Voilà, donc je vous propose de passer la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des micros qui sont proposés.
Oui, il y a des micros. Voilà, il y a des jeunes femmes en haut qui vont vous proposer des micros. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette table ronde. J'avais une question plutôt en destination de l'amiral Vandier. Si dans les prochaines années, par exemple, un navire chinois racle les fonds marins de la ZE française dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, concrètement, quelle est la chaîne de décision qui suit dans les heures et les jours qui suivent en réaction? Merci. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir attribuer ce qui est fait. Il faut pouvoir montrer que tel bateau a fait telle chose à telle heure. On le voit par exemple sur le gaz en Baltique. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait ça. On n'est pas capable, alors que c'est une zone extrêmement surveillée, où il y a beaucoup de trafic. On a l'AIS, on a les radars, etc., beaucoup de bateaux militaires. Donc la capacité à attribuer. Et donc le monde sous-marin reste un monde difficilement pénétrable, très difficilement surveillable. Voilà, c'est la raison pour laquelle la dissuasion nucléaire, c'est son principal endroit de sécurité. Donc aujourd'hui, il faut surveiller des espaces. Si on met la Polynésie française, sa ZE sur une carte, c'est la taille de l'Europe. En France, la Polynésie, la Marine nationale, a un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, une frégate de surveillance, et elle aura 2 patrouilleurs hauturiers d'ici 2025. Donc imaginez à la surface de l'Europe ce que ça donne. Voilà, donc aujourd'hui, un vrai problème d'attribution. Donc ça veut dire qu'il faut des couches de renseignement, il faut suivre, il faut être au bon endroit, etc. Après, pour la partie, on va dire, militaire et politique de la question que vous posez, là, pour le coup, c'est dans les mains du président. Enfin, je veux dire, c'est quand vous avez un viol de votre souveraineté, vous avez les outils du droit, et puis après, vous avez les outils de la force. C'est une réponse politique. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous parlez de racler les fonds, il y a régulièrement des choses qui se passent sur les fonds marins, y compris devant Brest. Vous avez des bateaux qui mouillent des ancres à des endroits bizarres, qui cassent des câbles. On se demande si c'est exprès ou c'est pas exprès. Voilà. Et donc, pareil, capacité à attribuer, capacité à utiliser le droit, à dire on a la preuve que c'est votre mouillage qui a détruit tel câble, et donc vous allez payer pour la réparation, etc. Voilà, donc le problème, il n'est pas... je sais pas comment... si vous imaginez que parce qu'un bateau chinois a raclé le fond en ZE, on va déclencher la guerre avec la Chine, je pense que c'est pas ça l'idée, quoi. Voilà. Est-ce que la marine peut faire quelque chose pour les plastiques dans la mer? Alors, c'est une très bonne question. Si tu me permets, je vais élargir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les plastiques dans la mer? Parce que c'est ça la question. Les plastiques, quand un verre comme ça finit dans la Loire, puis dans la mer, il est probable que d'ailleurs, au moment où il arrive à Saint-Nazaire, à l'estuaire de la Loire, ce soit déjà plus un verre. Il soit transformé en petits morceaux de plastique. Et puis, une fois qu'il aura dépassé le plateau de la Banche, il se sera encore plus décomposé en microplastiques. Et puis, quand il sera en haute mer, ce sera des nanoplastiques, c'est-à-dire des petites particules absolument minuscules, en dessous du millimètre, qu'on ne voit plus à l'œil nu. Et le 7e continent de plastique que j'évoquais tout à l'heure, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique à cause des grands gyres, donc des grands courants océaniques, il est composé essentiellement, ou quasi totalement, de ces nanoplastiques. C'est la raison pour laquelle c'est impossible de ramasser le plastique en mer. C'est terrifiant parce que les scientifiques nous expliquent que la consommation de plastique risque de doubler ou de tripler d'ici 2050. Ils ne savent pas si c'est doublé ou triplé. Enfin, déjà, les chiffres sont phénoménaux. C'est terrifiant parce que toutes les minutes, c'est 10 tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan. Donc, si vous avez aimé les 2 degrés pour le climat, vous allez adorer les 10 tonnes de plastique toutes les minutes. Gardez le chiffre en tête. Et donc, on ne sait pas arrêter ça aujourd'hui. On ne sait pas ramasser le plastique en mer. Ce qui est important, ce qui est même
essentiel, c'est d'arrêter le flux en provenance de la Terre. Comme 80% du plastique qu'on retrouve en mer vient de la Terre, c'est à terre qu'il faut arrêter le robinet. Donc comment fait-on pour arrêter le robinet ? Eh bien d'abord, on diminue la quantité de plastique. Alors la France est exemplaire, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais le droit, c'est aussi la manière de fixer des normes. Et en France, il y a 4 ans, on a une loi qui s'appelle la loi AGEC pour l'économie circulaire qui a banni les sacs plastiques, les assiettes de pique-nique et les couverts en plastique, les pailles en plastique, etc. Donc ça a fait hurler à l'époque les industriels qui nous expliquaient que c'était pas possible, qu'ils n'allaient jamais s'en remettre. Aujourd'hui, tout va très bien et cette loi est tellement formidable que c'est la loi dont le président de la République se félicite, ou en tout cas s'est félicité le plus au moment de sa réélection. Et c'est aujourd'hui une loi qui est en train de passer comme directive européenne. Et derrière, je peux vous garantir que les pays développés vont y arriver. Donc la France a été pionnière et a fait preuve d'influence. C'était une autre dimension de l'exercice de sa puissance. Elle s'est montrée pionnière, a montré son influence pour lutter contre cette pollution plastique. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en réduisant tous les plastiques à usage unique. Un autre chiffre quand même qui est assez fascinant. 80% des objets en plastique que nous achetons chaque année ont une durée de vie inférieure à 1 an. Donc on peut tous réfléchir à chaque fois qu'on achète un objet à la durée de vie potentielle et se demander si on ne peut pas acheter autre chose qui n'est pas en plastique. Voilà. Donc ta question est absolument excellente. Je pourrais tenir pendant 2 heures sur le sujet. Mais pour vous dire que on ne ramassera pas le plastique en mer. Arrêtons le robinet et mobilisons-nous comme citoyens pour participer à des collectes de déchets, pour agir auprès de nos élus pour qu'eux-mêmes puissent faire évoluer la loi en France, en Europe et avec la mobilisation des citoyens dans l'ensemble du monde. Ah bon, d'accord. Excusez-moi, ici, sur votre droite. Peut-être qu'il faut que je me lève alors. Pardon. 2 questions, si vous me le permettez. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce que vous nous avez dit de passionnant pourrait être dit de la même façon sur l'espace et que finalement la nouvelle terre, entre guillemets, de conquête, c'est pas plutôt l'espace que la mer, ou en tout cas autant l'espace que la mer? Et deuxième question, est-ce que vous pensez, comme beaucoup en politique ou beaucoup de scientifiques, qu'il ne faudrait pas déprivatiser l'espace maritime et en faire un bien commun, peut-être de l'humanité, en tout cas un bien commun? Merci. Alors, ce qui fait la particularité de la mer, c'est bien notamment son rôle sur les flux commerciaux. C'est-à-dire qu'on parle de carbone. Si vous avez idée de transporter des containers de Chine vers Le Havre ou vers Anvers par l'espace, ça va vous coûter fort cher, et en carbone aussi. Donc les services qui viennent de l'espace ne sont pas les services que vous avez en mer. Évidemment, et je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, il y a une conquête de l'espace, ce qu'on appelle le New Space, avec des nouveaux services qui sont en train d'arriver, et la capacité aujourd'hui à coloniser les orbites basses. La première véritable colonisation spatiale s'est faite sur le géostationnaire. C'est des satellites qui ne bougent plus. Ils tournent avec la Terre à 36 000 km. Et là maintenant, le New Space, c'est on tire des satellites qui vont en orbite basse à entre 1000 et 3000 km et qui donnent de nouveaux services. C'est beaucoup plus simple de voir des petits objets quand on les observe à 1000 km d'altitude que quand on est à 36 000 km. Donc oui, il y a un nouvel espace, mais avec une nouvelle économie de l'espace, mais elle ne supplantera pas l'économie des biens et du commerce en sens de transport de matière. Donc voilà. Ce que je voulais dire également, c'est qu'aujourd'hui, on va vers une intégration, en tout cas en mer. L'espace sert à observer, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan militaire. Il sert à communiquer. C'est vrai au-dessus de la terre comme au-dessus de la mer. Et donc, en tout cas, moi, dans mon domaine militaire, j'ai une véritable intégration qui va des fonds marins qu'on a évoqués jusqu'à l'espace. Je pense que la différence fondamentale entre l'espace et l'océan, c'est la vie. On ne vit pas dans l'espace. Il y a de la vie, il y a des millions et des centaines de millions. Il y a 1 km cube de mer en dessous de 1000 mètres de profondeur. Donc la haute mer dont je vous parlais, les grands fonds marins, c'est 1 million de kilomètres cubes
1 milliard, j'ai des problèmes avec les chiffres ce matin, 1 milliard de kilomètres cubes de vie. Et donc, la planète est planète bleue. C'est une planète dans laquelle on a la vie. Et il n'y a pas de planète B aujourd'hui. Et s'il y en a une, ce sera peut-être quelques poignées de personnes qui pourront peut-être y aller un jour. Mais en tout cas, l'avenir de l'humanité se situe sur notre planète et elle se situe grâce à l'océan. Donc, la différence est absolument fondamentale. Donc, effectivement, il y a des parallèles sur le fait que ce sont des espaces aujourd'hui à conquérir pour certaines personnes, des espaces qui sont des biens communs à l'humanité, des espaces dans lesquels la négociation internationale doit s'opérer, des espaces dans lesquels de la haute technologie est nécessaire. Mais il y a une différence essentielle, c'est que le vivant n'existe que dans l'océan. Et nous serons confrontés en plus immédiatement, maintenant, au problème de la surpopulation. La dynamique démographique est telle qu'il faudra se poser la question de comment habiter les mers. Comment habiter les mers tout en les respectant. Et ça, ce problème-là, il se pose tout de suite face à la mer, alors qu'il ne se pose pas de façon aussi urgente par rapport à l'espace. Bonjour. Est-ce que oui, ça marche. J'avais une question, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de la France comme une puissance maritime? Car en effet, on a les espaces, etc. Mais au niveau de l'armée, on sait que d'année en année, il y a de moins en moins de personnes qui veulent intégrer l'armée. Et même au niveau des jeunes, on a le sentiment national qui est plus du tout là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une relève au niveau militaire et au niveau de l'armée pour les jeunes, pour le futur? Et est-ce que vous avez observé également dans l'armée une féminisation des métiers? Alors, les armées recrutent à peu près un peu plus de 30 000 jeunes garçons et jeunes filles chaque année. Donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'il n'y a pas une entreprise en France qui en fait autant. Pour la marine, nous faisons nos effectifs. Nous recrutons à peu près 4 000 jeunes chaque année. Et donc on a aujourd'hui, chaque année, on y arrive. Aujourd'hui, notre problème, il est plus de garder les anciens que de faire venir les jeunes. Donc d'ailleurs, ça provoque un phénomène que je trouve tout à fait enthousiasmant. C'est qu'en fait, il y a plus de place puisque les anciens partent. Et du coup, ça fait des profils de carrière beaucoup plus rapides pour ceux qui rentrent. Donc je dis ça comme ça, si vous avez envie de rentrer. Le sentiment national, très clairement, c'est une des préoccupations du président de la République. Il en parle au travers du service national universel. On sent bien que quand on a mis fin au service national, on a été privé de quelque chose qui était un ferment de la conscience nationale. Et donc finalement, on voit à la fois chez les anciens, ceux qui l'ont connu, c'était un système très, très inégalitaire. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Il a d'ailleurs été arrêté à cause de ça, parce que finalement, ceux qui y allaient, c'était ceux qui ne pouvaient pas y échapper. Il faut se souvenir de la grande période antimilitariste des années 80. Moi, j'ai encadré des sessions de service national à Ourtin, quand j'étais enseigne de vaisseau. C'était pas facile. Hein. Et voilà, il n'y avait pas que des volontaires. Donc, on voit bien qu'en tout cas, aujourd'hui, cette question, elle est sur la table, elle est extrêmement importante. C'est la question de faire nation, c'est la question du sens commun, du bien commun. Ça a été évoqué au cours de la question tout à l'heure. Ça a été évoqué par Christian Buchet sur cette idée, en fait, du rapport entre le tous et le un. C'est-à-dire de pouvoir dire, en fait, la puissance, elle naît de cet arbitrage entre le bien commun et le bien individuel. Voilà. Et on voit bien dans ce virage qui est en train de s'opérer, un virage géopolitique massif, très très profond, que cette question est réinterrogée. Donc moi je vois quand même avec beaucoup de satisfaction le politique s'emparer de ces questions-là. Et donc la marine fera sa quote-part de manière à pouvoir être plus présente, à mieux irriguer les territoires. Je discutais juste en arrivant l'ouverture d'une préparation militaire marine ici à Blois. Ça fait partie des choses où on va pouvoir faire du lien armée-nation et pouvoir expliquer nos affaires, pouvoir maritimiser les esprits, y compris au milieu des terres nationales. Voilà, donc moi je suis plutôt optimiste. Je pense que les jeunes qui nous rejoignent sont extrêmement enthousiastes. Ils sont plus exigeants que nous pouvions l'être à notre époque, parce qu'ils sont très exigeants sur l'environnement, ils sont très exigeants sur le sens. Ils ont un enthousiasme absolument incroyable. Et donc, je suis assez optimiste, en fait. Je pense qu'on est à un moment de réappropriation du sujet et qui est plutôt une chance pour notre pays.
Alors, vous n'avez pas répondu à la question sur la féminisation, sachant que dans les femmes connues en mer, il y a Jeanne de Belleville, la pirate, Jeanne Barret, qui avait embarqué avec Bougainville en se faisant prénommer Jean Barre, je crois, adjoint du botaniste de bord. Donc, pendant très longtemps, les femmes ont considéré qu'elles portaient malheur en mer. Je pense que ces temps sont révolus, n'est-ce pas, amiral ? Voilà, alors aujourd'hui, dans la marine, on a 16% de femmes. On en a un peu plus chez les officiers. On arrive à recruter à peu près 20% de femmes chez les officiers. La grande difficulté, et c'est un peu un drame national, c'est que la marine, c'est une armée technique. Et donc, on recrute massivement dans les métiers techniques. Or, les femmes ont déserté les métiers techniques. Donc, vous avez, quand vous prenez 5 jeunes et que vous les recrutez, vous avez parfois même pas une seule femme parmi celles qui se présentent, parce qu'on en trouve pour être ce qu'on appelle les mots bureaux, donc les matelots pour les fonctions administratives, pour la partie santé, pour la partie soutien, on en trouve. Mais pour la partie scientifique, c'est beaucoup plus difficile. Alors, de temps en temps, on trouve par exemple des jeunes femmes qui veulent officier sous contrat, qui ont fait une école d'ingénieur et qui font de la maintenance, qui font des opérations. Mais en fait, on n'arrive pas. On a une sorte de plafond de verre. Je fais partie de l'Observatoire de la mixité et je partage ça avec beaucoup de chefs d'entreprise. Dans la grande industrie française, on a un plafond de verre sur les femmes. On n'arrive pas à aller au-delà de 20%. Quand vous regardez dans les classes préparatoires scientifiques, la proportion de femmes est faible. Quand il s'agit d'aller en maths sup bio, ça s'appelle BCPST maintenant, là, pour faire agro, pour faire veto, là, c'est plein. En revanche, pour aller faire de la science dure, du développement de l'industrie, on a beaucoup de mal. Donc, ce n'est pas du tout du sexisme de la part de la marine, c'est surtout le manque de ressources. Alors, on essaie aujourd'hui de garder les femmes qui sont parmi nous. C'est le deuxième sujet. Donc, en les intéressant sur les carrières, on a ouvert récemment, depuis l'année dernière, les sous-marins. Donc, on va avoir nos premiers sous-marins avec des femmes. Alors, on n'en a pas beaucoup. Sur un équipage de 90, on aura 4, 5, 6, parce qu'on n'a pas plus de volontaires. Et puis, le deuxième sujet, et je l'ai un peu évoqué avec les anciens, c'est que les métiers de la mer sont difficiles et que les cursus, notamment d'officiers, sont très exigeants. C'est-à-dire que votre commandement à la mer, niveau 3, un gros bateau, un porte-avions, une frégate comme vous l'avez là, c'est quelque chose que vous faites quand vous avez entre 40 et 43 ans. Une femme à 43 ans, en général, elle a deux enfants en moyenne et elle a une autre vie, en fait. Et donc, partir 6 mois en mer et être parti pendant des années et des années pour pouvoir avoir les compétences pour commander un bateau de guerre, et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on en a énormément qui font l'opt-out. C'est-à-dire qu'elles acceptent une première expérience jusqu'à 30 ans, 35 ans, et après ça, elles nous disent « je veux être à terre ou je m'en vais ». Voilà, et c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire qu'il faut réussir à conserver nos femmes, nos mères de famille dans nos cursus, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident. Et ce problème est central, ce que vous posez, en effet, sur cette méconnaissance que nous avons et cette mauvaise perception. Et quand on voit, par exemple, sur les enjeux climatiques et sur l'obligation, par exemple, de faire évacuer des populations, on le voit par exemple avec les ouragans, on l'a vu au moment des Antilles, au moment des ouragans, eh bien, je crois que ce sont des métiers qui doivent sensibiliser la jeunesse, à la fois aider l'autre, sauver l'autre, protéger la nature et en même temps découvrir ce monde, en effet, de la biologie absolument extraordinaire. Et puis, une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on voit une chose, c'est que les ports, en fin de compte, aujourd'hui, ne sont plus accessibles à tout le monde. Autrefois, un peintre allait dans les ports, peignait, et qu'est-ce que serait la peinture, et notamment impressionniste, s'il n'avait pas eu accès aux bords de mer et aux espaces portuaires. Qu'un espace militaire soit réservé, fermé, c'est une chose, mais si vous allez aujourd'hui sur le port de Calais, c'est un véritable camp de concentration de barbelés. Et pourquoi les ports sont-ils devenus des zones évidemment sensibles? À cause de 2001, à partir des actes de terrorisme, tous les ports du monde, qui étaient un imaginaire extraordinaire. Moi, je me rappelle être allé à Massawa, qui est le pays de Corte Maltese, et on débarquait comme dans une BD de Corte Maltese. Aujourd'hui, ces ports, les ports de commerce, qui devraient être normalement le lieu d'échange, une agora, eh bien, pour des raisons de sécurité, se ferment. Et c'est cette ouverture-là à laquelle la mer et la marine doivent participer pour, en effet, appeler la jeunesse vers elle. J'ai cru comprendre qu'il y avait un réel enjeu en Arctique, mais ce que je comprends moins... Vous levez pour qu'on voit où vous êtes. Ce que je comprends moins, c'est comment la France et l'Union européenne peuvent s'y imposer sans zone économique
exclusive. Juste sur les enjeux, hein, donc le réchauffement climatique fait que la taille de la banquise, vous avez des bonnes animations sur Internet, hein, la banquise se rétracte, et donc la voie, ce qu'on appelle la voie nord, qui permet de basculer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, devient de plus en plus praticable et va l'être en dehors des eaux territoriales russes. La deuxième chose, c'est que la rétractation de la banquise laisse aussi accessible les richesses sous-marines, donc l'offshore, dans le Grand Nord. Et donc là aussi, il y a un potentiel qu'on imagine considérable pour la Russie, principalement, de pouvoir continuer à exploiter des ressources carbonées. Sur le plan militaire, ça nous intéresse beaucoup parce que quand vous regardez si vous prenez Globe sur Google Earth, je vous conseille vraiment de faire ça. Moi, je fais ça de temps en temps, ça me délasse. Mais vous prenez le Google Earth et vous tournez la planète. Vous avez par exemple un point de la planète côté Pacifique où vous pouvez la voir, où il n'y a que du bleu. Vous ne voyez aucune terre. Et quand vous le prenez par le nord, vous voyez en fait comment c'est très très simple. Le plus court trajet entre Pékin et Anvers, c'est par la route nord. C'est 35% de réduction du trajet par le bas. Et donc militairement, c'est évidemment un truc très préoccupant. Mon homologue norvégien que j'ai été voir au mois de mars dernier m'a dit, je pensais qu'il allait me parler des Russes, la guerre avait commencé avec l'Ukraine, il m'a parlé des 5 brise-glaces chinois, et il m'a dit, en 2030, la flotte chinoise sera en Atlantique, par le nord. Voilà, ça c'est pour la partie militaire. Alors après, la partie du droit, je vais laisser Sabine continuer. Donc, la France fait partie du Conseil de l'Arctique. Certes, on n'est pas pays riverain, mais il y a un Conseil de l'Arctique et on n'est pas membre, mais on est observateur au Conseil de l'Arctique. Et je peux vous assurer qu'on y joue notre rôle. On a un ambassadeur aux enjeux maritimes et au pôle qui est Olivier Poivre d'Arvor, qui est extrêmement actif, qui prend son rôle très au sérieux. Et donc la France occupe sa place dans les limites maximum du droit. En tout cas, pour résumer, donc il y a bien un problème militaire, donc qui va permettre de faire communiquer ces espaces. Je vous avais dit, par exemple, le rôle la marine, c'est une marine au contact. Donc en fait, où qu'on soit sur la planète, on peut rencontrer les gens d'à côté et de très très loin. Et donc l'ouverture de cette voie nord, ça va faire des bascules militaires beaucoup plus fortes. Et donc je reprends ce qui a été dit tout à l'heure dans la deuxième conférence, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de changer d'époque. C'est-à-dire que le changement climatique ne va pas s'arrêter comme ça par magie. Et donc on est rentré probablement dans un ère d'hyper-communication navale qu'on n'avait pas connu depuis des siècles en fait. Voilà. Et ça aura des conséquences militaires. Il n'y a pas évidemment ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. C'est-à-dire que ça permet également aux flottes européennes de basculer dans le Pacifique de manière extrêmement facile. La grande question, ça va être de savoir si la Russie le laissera faire. On a un autre levier qui est le levier de la science. Les organismes français sont reconnus au niveau mondial comme étant extrêmement pointus. Sur l'Arctique, ce sont les descendants des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor, puisqu'on a fait partie des premières nations à aller s'aventurer dans ces zones extrêmement hostiles pour l'homme et la femme. Et donc il y a une diplomatie scientifique et qu'on a bien vu à l'œuvre en matière de climat et qui se joue aussi en Arctique comme en Antarctique. Quand vous avez une communauté scientifique entière qui se mobilise avec des organismes de premier plan qui alertent sur les conséquences d'une exploitation des ressources minières ou minérales en Arctique, par exemple, ou d'une augmentation trop importante ou d'un passage trop important de bateaux si les passages du nord-ouest et du nord-est s'ouvrent, vous arrivez à mobiliser les opinions publiques. Et donc, vous faites pression sur le politique. Moi, je crois beaucoup à ça. On voit bien comment des sujets qui n'avancent pas commencent à se débloquer avec la pression de l'opinion publique. Ça s'est vu sur le plastique, ça s'est vu sur le climat, ça s'est vu sur le plastique. Ça se verra peut-être. Je suis quelqu'un de positif sur l'Arctique. Rebondir, parce qu'on a beaucoup parlé plastique et c'est essentiel. Mais il y a un sujet auquel on parle moins, qui impacte tout autant, voire plus les océans, c'est les émissions de CO2. On ne l'évoque pas dans les médias, pas assez, parce que ça nous rappelle peut-être les cours de physique les moins drôles qui soient. Mais l'océan nous rend un service fabuleux d'absorber entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Sauf que depuis, ça provoque un impact qui ne le blesse pas en tant que tel, mais qui peut avoir des conséquences pour nous humains, c'est que ça provoque l'acidification des océans. Alors je dis ça parce que, je dirais,
tout le monde participe de près ou de loin aux émissions de CO2. Et même lors de la COP21 à Paris, on n'avait pas beaucoup parlé de la machine océan-climat. Maintenant, on en est conscient. Donc il faut bien voir que l'un des meilleurs moyens de sauvegarder l'océan pour qu'il continue à nous prêter vie, en quelque sorte, c'est de limiter où que nous soyons nos émissions de CO2. Ça, c'est important parce qu'on parle toujours des contenants de plastique, cette acidification des océans, parce qu'il n'y a pas de médias, parce que c'est moins imagé, on imagine un continent, etc., même si c'est une soupe. Donc pensez bien aussi aux émissions de CO2. Merci Christian. Bon, je vois que l'heure approche des 13 heures fatidiques. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a une petite question en 10 secondes, je la prends. Sinon, je vous propose de... Oui, là-haut, madame. Oh, have a dream. Merci madame.